Bonsoir à toutes et à tous et merci à celles et à ceux qui ne sont pas des habitués de ces séances de questions publiques, parce qu'on voit des têtes nouvelles là, par là, de ce côté-là. Donc ce soir, dernière édition de l'année 2017, nous recevons donc Nils Asiosmanov, qui est président fondateur, c'est ça, ou fondateur président, peu importe, du Cube. Alors on va voir dans quelques instants ce que c'est, mais ce soir donc on va beaucoup parler d'avenir numérique. On va utiliser plein de néologismes, de mots un peu curieux qu'il nous expliquera peut-être au fur et à mesure de la soirée. Donc Nils Asiosmanov est président fondateur du Cube et je vous propose une image parlant plus que X mots, qu'on commence par regarder rapidement ce qu'est le Cube, qui est un lieu situé en région parisienne, enfin qui touche Paris, qui est situé à ici les Moulineaux. Créé en 2001, le Cube est un centre de création numérique pionnier en France, qui compte parmi les plus réputés en Europe. Il croise les territoires de la créativité numérique, de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat innovant. Avec plus de 1000 événements organisés autour de 3000 artistes de la scène internationale, le Cube présente le meilleur de la création numérique autour d'expériences inédites qui renouvellent notre rapport au monde. Plus de 400 projets en production ont bénéficié d'une résidence et d'un réseau transdisciplinaire, maillant art numérique, sciences et technologies, suscitant des collaborations multiples. Avec 200 ateliers en catalogue et 5000 heures de formation dispensées par an, le Cube accompagne et forme de nombreux publics aux pratiques créatives du numérique. Il anime depuis 2007 un lab d'éducation numérique qui a mobilisé plus de 1500 élèves autour de projets innovants, mêlant pédagogie active et numérique, plusieurs fois primés lors d'événements internationaux. Le Cube anime également une réflexion interdisciplinaire et prospective sur la société numérique autour de médias en ligne. Le First, consacré aux acteurs du changement. Les Rendez-vous du futur, parrainé par Joël de René, proposant plus de 100 émissions de télévision interactives autour d'invités exceptionnels tels que Jérémy Rifkin, Joseph Stiglitz, Jacques Attali, Claudie Aigneret, Étienne Klein ou encore Cédric Villani. Et la Revue du Cube, réunissant les points de vue de nombreuses personnalités expertes du monde des arts, de la recherche et du numérique. Acteur engagé dans l'écosystème recherche et innovation, le Cube accompagne les porteurs de projets innovants dans le domaine des industries créatives, du design et de la création numérique. Depuis plus de 15 ans, le Cube défriche avec passion les nouveaux horizons, au service d'une société numérique ouverte, créative et inclusive. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci. Alors, on en sait un peu plus sur le lieu qui est le Cube. On va peut-être d'abord dire aussi, vous allez nous dire quelques mots sur votre parcours, parce que à l'origine, vous êtes musicien de jazz et enseignant au conservatoire municipal de Jouy-en-Josas, qui est aussi en région parisienne. Alors, quelques mots pour nous expliquer ce parcours, comment on en arrive sur le numérique et le futur, l'avenir, en partant d'une guitare avec des cordes, j'imagine. Tout à fait. Bonsoir. Alors, moi, effectivement, j'ai une première vie de musicien de jazz. J'ai dirigé un conservatoire de musique, mais surtout, j'étais passionné de micro-informatique musicale. Alors la micro-informatique musicale, donc, c'est une nouvelle manière qui aujourd'hui est très installée, mais il y a 30 ans, une nouvelle manière de concevoir, de produire, de diffuser de la musique, de l'enregistrer, etc. Et donc j'ai plongé là-dedans assez jeune. J'étais parmi peut-être les premiers en France à mettre les doigts là-dedans. J'ai créé à l'Institut international de l'audiovisuel et à l'Institut international de l'image et du son, j'ai créé les premières formations en micro-informatique musicale. Et puis quand j'ai dirigé le conservatoire, j'ai amené un peu ces univers-là, ce qui n'a pas été d'ailleurs très facile au démarrage, mais c'était évidemment tout à fait passionnant. Et partant de là, je me suis rendu compte, comme beaucoup de musiciens qui à l'époque commençaient à utiliser ces nouvelles technologies, je me suis rendu compte que finalement l'outil principal que j'utilisais, c'était l'ordinateur.
Et il fallait pas être un devin pour se dire, mais si moi, musicien, j'utilise l'ordinateur qui est en train de changer mes modes de conception, de production, de diffusion, etc., donc toute la chaîne de valeur, bah, peut-être que le graphiste qui est à côté de moi, peut-être que enfin, tous les autres créateurs dans les autres disciplines artistiques qui commençaient à utiliser finalement le même outil, l'ordinateur, bah, il ne fallait pas être devin pour se dire, mais finalement, l'ordinateur, c'est lui qui va modifier complètement le monde de la création, pas simplement le métier de musicien. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à finalement l'évolution des pratiques artistiques par donc l'arrivée des techniques informatiques. Et après, par porosité, plus globalement, je me suis intéressé à d'autres secteurs, le design, l'architecture, et puis un peu plus loin, puis j'ai fini avec, on va dire, un intérêt pour la société dans son ensemble, ce qu'on appelle la société numérique, et qui a été quelque part... c'est comme ça que le Cube est arrivé à Issy-les-Moulineaux, parce que Issy-les-Moulineaux s'intéressait justement au futur de la Smart City, comme on dit aujourd'hui, quoi. Alors, le Cube, c'est un centre de création numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça recouvre au-delà des images qu'on a vues? On a vu le robot Nao, on a vu des enfants se former, mais qu'est-ce qu'il en est? Quelles activités? Alors déjà, avant de parler des activités, de rentrer un petit peu dedans, déjà c'est quoi la création numérique? Les arts numériques. Aujourd'hui, je ne sais pas, dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont entendu parler des arts numériques, qui en ont vu, par exemple? Ah, super. Bon, on a une super salle. Vous voyez ici, mais je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Je vais faire une petite parenthèse pour vous dire pourquoi. Et j'aurais dû commencer par là d'ailleurs. C'est que je suis vraiment très heureux d'être à Nantes parce que je considère que Nantes, la métropole de Nantes, c'est probablement une des plus belles réussites en France en matière de territoire créatif. Les territoires créatifs, ça a été théorisé par Richard Florida. C'est des gens qui réfléchissent depuis longtemps à comment les territoires sont plus attractifs, créent de la valeur économique, sociale, etc. Et notamment la Silicon Valley, qui est l'exemple qu'on cite partout. Et donc, ces gens-là se sont rendus compte que finalement, de mettre la création au cœur de la dynamique économique, sociale, culturelle, éducative, etc., que finalement c'était ça le moteur, parce que c'est ce qui permettait de catalyser des talents, c'est ce qui permettait d'amener des nouveaux imaginaires, de faire bouger les lignes, etc., etc. Et Nantes a fait un travail absolument remarquable de ce point de vue-là. Je pense que c'est probablement, enfin moi j'ai pas mal polardé la question de la Smart City en France et à l'étranger, et franchement Nantes est une ville que je cite très régulièrement pour cette réussite. Et je pense même qu'elle a un coup d'avance sur les autres cités. Sur les autres cités qui aujourd'hui commencent à se poser la question des territoires créatifs. Pourquoi elle a un coup d'avance? Parce qu'une étude du World Economic Forum dit que la créativité, aujourd'hui, c'est une compétence qui arrive à peu près en 10e position dans les compétences clés dans l'entreprise. En 2020, ça sera en 3e position. La créativité va devenir une compétence clé dans l'économie. On va passer à l'économie de la connaissance, et comme dit l'économiste Jérémy Rifkin, à l'économie de la connaissance, les créatifs seront les gagnants. Pourquoi? Parce qu'on va avoir en face de nous, on y reviendra tout à l'heure, mais on va avoir en face de nous des robots, des machines, de l'intelligence artificielle qui vont capter tous les emplois, tous les savoir-faire, toutes les compétences. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, en face de ça? C'est la créativité qui va nous permettre de monter d'un cran et d'aller plus loin. Donc, si on ne met pas la créativité au cœur du processus de transformation, et même la création, les arts, et j'ose dire le mot, au cœur des processus de transformation, on n'y arrivera pas. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Retour en arrière. On reviendra peut-être là-dessus. Mais donc, je reviens aux arts numériques. C'est quoi la création numérique? Eh bien, la création numérique, ça a 30 ans. Vous voyez, quelques personnes dans la salle n'avaient pas encore levé la main. C'est pour dire que ça a beau avoir 30 ans, c'est pas encore tout à fait dans le scope des grands médias, c'est pas dans le scope je dirais, de l'institution culturelle, etc. Ça commence à arriver. Il y a plein de signaux faibles, comme on dit, émergents sur la question. Mais la création numérique, ça a 30 ans. Ça a l'âge du jeu vidéo. C'est les technologies du jeu vidéo qui sont utilisées, détournées par les artistes au départ pour faire de la création numérique. Après, donc c'est foisonnant, c'est partout dans le monde, de la création numérique, ça ne date pas d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que la création numérique, c'est à la fois les formes traditionnelles qui évoluent avec le numérique. Je vais prendre un exemple très simple que vous connaissez tous.
l'appareil de photo, la photo argentique devient numérique. Ce faisant, elle se démocratise. Ce faisant, elle permet à tout un chacun de s'approprier l'art de la photographie. Vous avez vu comme il y a l'explosion qu'il y a pu y avoir, etc. etc. Mais fondamentalement, on ne peut pas dire que la photographie est changée. À l'arrivée, c'est une image fixe avec une composition, etc. etc. Ça, c'est les arts traditionnels qui évoluent avec le numérique, et on peut dire que tous, aucun n'y échappe. Tous sont en train d'évoluer aujourd'hui, on pourrait les reprendre un par un, sont en train d'évoluer avec le numérique. Et puis, il y a autre chose, et qui a motivé la création du Cube en très grande partie, c'est les arts, les nouvelles formes. Des formes qui n'auraient pas pu exister sans l'apport spécifique du numérique. Et alors ces arts, moi je ne sais pas les nommer aujourd'hui. Ils ont des noms barbares, on appelle ça les arts comportementaux, les arts génératifs. Enfin, il y a plein de termes qui émergent qui ne vous diront rien du tout. Enfin, rappelez-vous que le théâtre, le cinéma, pardon, il y a un siècle, quand ça a démarré, un peu plus d'un siècle, le cinéma, on appelait ça du théâtre filmé. On ne savait pas comment l'appeler, c'était une forme émergente. Et les spectateurs du train arrivant en gare de la Ciotat ont eu peur au début. Absolument. Alors il fait tout un tas d'histoires, effectivement, sur ce nouveau mode de représentation. Méliès a créé plus de 600 films qui s'appelaient Les Voyages vers l'impossible. Les Voyages vers l'impossible, ça dit bien comment l'imaginaire appréhendait ces nouvelles formes de représentation. Et donc, ces nouvelles formes qui arrivent aujourd'hui avec le numérique, elles sont interactives. Ça, c'est une des spécificités clés de l'art numérique, c'est qu'on peut interagir avec lui, donc elles sont relationnelles. Et pourquoi elles sont relationnelles ? Parce que, plus qu'interactives, elles vont avoir une forme d'intelligence embarquée, d'autonomie, c'est là où l'intelligence artificielle commence à rentrer en ligne de compte. Donc on va être véritablement en relation avec un dispositif, je ne sais même pas si on peut dire une œuvre ou peu importe. Et en fait, l'artiste, figurez-vous que l'artiste de demain, l'artiste va plus créer, il va devenir un curator. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir une intelligence artificielle qui va lui proposer tout un tas de scénarios en fonction de paramètres et d'ingrédients que lui aura choisis, et il choisira la meilleure solution. En fait, l'artiste ne crée plus l'œuvre finale, c'est fini. On ne crée plus le produit final, l'œuvre fermée, linéaire, l'objet avec numéroté, etc. Tout ça, c'est terminé. Au XXIe siècle, on va vers un art de flux, on va vers un art participatif, on va vers un art interactif, je l'ai dit, relationnel, etc. En fait, l'artiste crée le système qui crée l'œuvre. Il ne crée plus l'œuvre finale, il crée le système qui crée l'œuvre. Et ça change complètement le paradigme de création dans lequel on entre. Et qui va signer l'œuvre alors c'est une très bonne question. On a organisé au Cube des colloques entiers avec des avocats, des juristes, sur la question. Qui est l'auteur d'une œuvre générative, participative ? Est-ce que c'est celui qui a créé le logiciel ou est-ce que ce sont tous ceux qui, collectivement, sont venus nourrir la machine avec la data pour produire l'œuvre derrière en flux ? Je n'ai pas, moi, encore la réponse. Enfin, je dirais, elle n'est pas tout à fait établie aujourd'hui. Mais je dirais que c'est peut-être pas très grave, parce que là aussi, le paradigme économique et juridique est à même d'évoluer. On le voit dans plein d'autres domaines. La voiture sans pilote, qui est responsable de la voiture sans pilote demain ? C'est le passager ? C'est le constructeur de la voiture ? C'est le constructeur du logiciel de la voiture qui, avec le deep learning, va être capable d'auto-apprendre lui-même, donc qu'aura échappé quelque part à son créateur, etc. Donc c'est des cascades, finalement, juridiquement, c'est des cascades de responsabilité qu'il y aura dans le cadre de la voiture sans pilote qu'il faudra identifier. Et dans le cadre de la création numérique, ça va être, là encore, des cascades de droits d'auteur qui vont certainement s'agréger. Et on y reviendra tout à l'heure, mais la blockchain permettra de quelque part réguler tout ça. Voilà. Alors, il va falloir expliquer des mots par moment. Oui, alors j'ai un travers, effectivement, c'est que je dis des mots un peu barbares. Donc je vous propose une chose, c'est que quand il y a un mot qui vous échappe, vous n'hésitez pas, vous levez la main. Et j'essaye d'expliquer simplement le terme qui est derrière. Mais je pense que blockchain, on y reviendra parce que c'est un sujet en soi. Je vais continuer sur la question qui était posée. Alors, la création numérique, j'espère que j'ai à peu près bien expliqué. Et je vais peut-être vous donner... Je vais juste faire un tout petit commentaire sur la création numérique, parce qu'à Nantes, peut-être plus qu'ailleurs, on sait un peu ce que c'est, puisqu'on a une structure qui s'appelle Stéréolux, qui organise tous les ans un festival sur les arts numériques, qui s'appelle Scopiton, et où on voit ce type d'œuvre que vous décrivez, où il y a interaction entre l'œuvre et le spectateur qui intervient dans le... Alors, j'étais effectivement à ce festival, qui est effectivement très intéressant. Et d'ailleurs, les formes qu'on voit aujourd'hui dans les arts numériques, là encore, on n'est pas du tout dans les formes du XXe siècle.
On n'est plus avec la peinture, la sculpture, etc. Aujourd'hui, c'est quoi les matériaux des artistes numériques? C'est les biotechnologies, c'est les nanotechnologies, c'est la big data, c'est la robotique, c'est les objets connectés, etc., etc. On est là-dedans aujourd'hui. Donc là aussi, il faut imaginer que c'est vraiment un paradigme nouveau qui s'ouvre. Et les artistes ne font que représenter les mutations de leur époque avec les outils de leur époque. Ça a été comme ça de tout temps. Hein, je veux dire, il n'y a rien de nouveau à l'Ouest. Je vais peut-être citer juste peut-être un ou deux exemples d'œuvres numériques, si vous dites, pour rendre ça un petit peu plus vivant. Un jour, il y a une chorégraphe qui est venue nous voir au Cube et qui a dit moi, j'ai un projet qui me tarabuse depuis longtemps. Je précise qu'au Cube, on n'est pas... comment dire, on ne s'intéresse pas exclusivement qu'aux artistes numériques. On s'intéresse à évidemment tous les artistes qui ont des idées. Ce qui est intéressant, c'est l'idée, c'est le concept. Après, la réalisation, c'est plus technique. Et donc, cette chorégraphe, qui n'était pas spécialement adepte du numérique, vient nous voir en disant, bah voilà, moi j'ai un projet depuis longtemps auquel je pense. J'aimerais tellement créer un dispositif qui fasse danser les gens dans la rue. Alors ça tombait bien, on avait un festival d'art numérique dans l'espace urbain à ce moment-là, et puis on avait quelques opérations qui étaient prévues en Asie où les écrans urbains, tout ça, sont très déployés, donc les usages là-bas sont assez répandus. Et donc, on a travaillé avec elle, on a fait une résidence d'artistes, on a produit plus de 400 œuvres au Cube, et donc des moutons à 12 pattes à chaque fois. Et donc là, on a créé une équipe pluridisciplinaire pour essayer de répondre à sa question de comment on peut... créer un dispositif qui fasse danser les gens dans la rue. Dispositif autonome, ça va de soi. L'idée, c'était qu'il n'y ait pas une chorégraphe en permanence pour dire aux gens... voilà. Donc, je vous dis comme la forme que ça a pris à l'arrivée, après des mois de travail quand même. Il faut imaginer un écran géant. Quand je dis écran géant, c'est un écran qui, quand on l'a mis sur Shanghai 2010, l'exposition universelle, on était sur des écrans qui faisaient 20 mètres de base, quoi. Ça, vous imaginez que c'est totalement immersif, quoi. Donc un écran géant à LED, plein jour, donc ça marche de jour comme de nuit. Et sur cet écran, vous imaginez qu'il y a un banc de méduses virtuelles. Et en fait, ces méduses vont faire leur vie, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, elles sont dotées de comportements, de profils de caractère, on pourrait presque même dire. Et il y a des paramètres qui les font vivre. Hein. Donc elles sont là, voilà, elles flottent, si je puis dire. Et quand vous vous rapprochez d'elles, elles vous détectent. Elles se rapprochent de vous et elles vont commencer à bouger en fonction de vos gestes. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'explication, c'est aussi simple que ça, c'est très très fluide. Donc vous dansez virtuellement, de manière immersive dans un ballet de méduses. Et je précise qu'il y a une musique générative, une musique qui se compose en temps réel, en fonction de vos mouvements, etc., pour que ça soit encore plus immersif, qui marche en même temps. Et en quoi c'est intéressant? C'est que là... les méduses, c'est pas juste interactif, c'est pas je bouge et la méduse bouge, c'est pas ça. C'est si j'ai des gestes, par exemple désordonnés, que je me mets à sauter n'importe comment, la méduse, elle s'en fout, ça l'intéresse pas du tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est que je fasse des gestes qui soient plutôt amples, qui soient plutôt que je prenne mon temps, etc., etc. Donc, elle va d'une certaine manière me conditionner, m'amener à faire certains types de gestes et pas d'autres, parce que je vais assez vite voir de manière intuitive que ça répond plutôt mieux quand je fais ça ou quand je fais ça. Je précise que c'est collaboratif, c'est participatif, ça pouvait monter jusqu'à 15 personnes en même temps qui jouaient avec les méduses, hein, ça restait cohérent. Donc vous imaginez le logiciel derrière quand même. Et donc, ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que c'est pas moi qui fais danser les méduses, ce que je croyais en arrivant. Je dis « Ah super, je fais danser les méduses ». Non, pas du tout. C'est les méduses qui me font danser puisqu'elles m'amènent à faire plutôt tel type de geste, etc. Et donc ça a donné des choses absolument, on les a beaucoup observées, cette installation, ça a donné des choses absolument... mais d'une poésie que vous ne pouvez pas imaginer. On avait une vieille dame qui, tous les matins, allait acheter sa baguette de pain et qui faisait le détour par les méduses et qui venait faire son quart d'heure avec les méduses. On a eu en Corée, ça a été installé dans un parc public à Séoul. On avait du tai chi le matin à 8h du matin, des groupes de 20 personnes qui faisaient faire du tai chi devant les méduses, etc. etc. Donc des situations urbaines absolument géniales, quoi. D'où le terme médusé, non? Absolument, totalement médusé. Est-ce que j'ai le temps d'en raconter une deuxième ou... Allez-y, pardon. Je suis bavard, hein, mais ça c'est pour essayer d'illustrer un peu l'art numérique, c'est quoi. Une deuxième qui m'a... Alors, j'ai plus de 4000 artistes qui sont passés au Cube, hein, on ne va pas faire les 4000, mais j'en donne deux. Une deuxième, c'est Jean-Pierre Balp, qui est un des spécialistes mondiaux de la génération automatique de texte. Donc c'est un chercheur
chercheur universitaire qui travaille sur les générateurs automatiques de texte. Voilà. Vous savez que la Associated Press aux États-Unis, l'agence de presse, utilise déjà des logiciels de génération automatique d'articles qui sont écrits en 1 seconde. Personne ne les a jamais écrits. On appuie sur le bouton, il y a des données en input et ça écrit l'article tout seul. Vous ne le savez peut-être pas, mais de plus en plus, la presse utilise ces logiciels. Donc, Jean-Pierre Balb, qui fait partie des chercheurs mondiaux dans le domaine, un jour, il s'amusait, je dirais pour lui-même, à faire ce qu'il appelle des romans génératifs, qui se lisent très très bien. Je veux dire, un truc qui marche en flux comme ça, qui se génère en flux, et ça se lit très bien. Et on a été le voir et on lui a dit, est-ce que ça te dirait de faire avec nous une œuvre pareille pour l'espace urbain, parce qu'on aime beaucoup l'idée de l'art numérique dans la ville. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les panneaux de diffusion de publicité, enfin les panneaux informatifs urbains les de annonces, la ville, ouais. voilà, panneaux numériques, et lui a programmé donc un logiciel avec tous les ingrédients sémantiques, en intégrant dedans tout un tas de choses qui se passaient à Issy-les-Moulineaux. Donc il avait le café, les 3 colonnes, le machin, tout ça a été intégré dans la base du logiciel. Alors il faut imaginer que toutes les, je sais plus, 30 secondes, les écrans affichaient dans l'espace urbain, au lieu d'afficher les heures de la piscine, ils se mettaient à afficher la suite du roman, quelques lignes de la suite du roman qui se générait en flux. Donc les gens lisaient comme ça un petit moment de poésie. Et en bas, il y avait un numéro de téléphone où les gens pouvaient appeler. Et là, il y a une voix automatique leur disait « Est-ce que vous souhaitez que Anne rencontre Pierre au café Les 3 colonnes ? Oui, non, cliquez, machin. » Donc ça devenait l'histoire dont vous êtes le héros, sauf que c'était 15 panneaux répartis dans la ville avec des gens au pied qui jouaient. Donc c'était potentiellement des centaines en flux de gens qui participaient. Donc un logiciel qui rassemblait tout ça, un peu big data, qui faisait la sommation de l'ensemble de tout ça et qui envoyait la donnée pour que la suite du roman puisse s'afficher. Et pour remercier les gens d'avoir participé, ils recevaient en prime, avant que ça soit affiché, en SMS, la suite du roman sur leur mobile. Ce que je vous dis là, vous allez peut-être me dire, ouais, bon, et alors, aujourd'hui, le numérique, on peut tout faire. On l'a fait en 2002. On a eu une délégation coréenne qui est venue. La Corée, c'était le toit du monde du numérique à l'époque. Le réseau très haut débit en Corée, c'était en 1995. On a une délégation qui est venue. Ils avaient des yeux comme ça, quoi. Alors, c'était de la recherche, c'était expérimental. Mais c'est pour dire que ça me permet de dire une chose, c'est que les artistes du numérique, allez voir. C'est l'endroit où les nouveaux imaginaires sont en train de se construire, de se développer, d'émerger. Allez voir ça, c'est juste fabuleux. Et je pense, on y reviendra peut-être, que pour l'industrie, pour tous les métiers, tous ces concepts qui aujourd'hui sont expérimentés dans la sphère artistique sont extrêmement féconds et peuvent servir directement derrière des business ou des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'ils sont faits. Les artistes ne travaillent pas pour ça. Je dis que c'est un vivier de nouveaux imaginaires qui est absolument génial et dans lequel vous pouvez aller puiser tout un tas de bonnes idées, quoi. Voilà pour la création numérique, dit très rapidement. Peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure. Et on est plus dans le domaine de la performance. Et est-ce que la création numérique est susceptible d'entrer un jour au musée ? Parce qu'on aime bien quand même les musées. Est-ce que le musée est compatible avec la création numérique ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création numérique celle dont je viens de parler, c'est-à-dire les nouvelles formes, on est dans un changement de paradigme total. Et je crois que c'est pareil dans tous les métiers, dans tous les secteurs. On peut le dire aujourd'hui à peu près de tout. Donc on ne va pas tomber par terre en entendant ça. Mais pour la création numérique, la chaîne de valeur totale est en train de changer complètement. La chaîne de valeur, c'est-à-dire de l'idéation, comme on dit, de la conception, de la production, de la diffusion et des modes de consommation et du modèle économique, tout est en train de changer aujourd'hui. Donc, quelque part, de dire la création numérique, on va la mettre dans le musée, pour moi, il y a un côté oxymore. En même temps, je vous dis ça, on travaille actuellement sur un concept de musée du futur. Donc, vous voyez que, quelque part, on essaye de relier les deux mondes. Mais le musée, c'est un endroit où on met une œuvre unique, dont le modèle économique repose sur le fait que c'est un modèle unique et c'est pour ça que ça a aussi beaucoup de valeur. C'est une œuvre, j'allais dire, fermée, je veux dire, c'est un objet, et même si c'est un film, elle est fermée dans le sens où c'est une histoire linéaire, il y a un début, il y a une fin, voilà. Et ça peut être numéroté si c'est le cas d'un tableau ou d'une reproduction, je veux dire. L'art numérique échappe à peu près à tous ces modèles-là. L'art numérique, je vais essayer de le dire autrement,
Demain, quand je dis demain, c'est demain matin, ça commence déjà. Hein. Mais demain, chez vous, vous aurez votre écran. Vous direz, tiens, qu'est-ce que je me mets aujourd'hui comme dispositif d'art numérique? Il y a des invités qui viennent, j'ai envie d'un truc plutôt comme ça. Vous allez sur la plateforme truc, vous allez dans une base de données où il y a des milliers d'œuvres, vous en choisissez une, vous payez à l'usage. Vous en foutez complètement de la posséder, c'est plus la question. Vous la payez au temps d'usage, point barre. Voilà. Et c'est comme ça que les... Alors après, ce que je dis là, c'est avec un écran, mais ça peut être avec des objets connectés, ça peut être avec tout un tas de choses différentes, quoi. Enfin, le modèle, fondamentalement, est en train de changer. Donc c'est pour ça qu'effectivement, l'art numérique, on ne le voit pas beaucoup dans les musées, parce que ça a un peu du mal à rentrer dans la case, comme on dit. Ça a du mal à rentrer dans les grandes foires d'art contemporain, parce que là, c'est carrément presque incompatible avec le modèle économique. Et c'est aussi pour ça que les arts numériques n'ont pas encore véritablement décollé. Si on commence à les voir, hein, ils commencent à rentrer dans tout un tas d'endroits, y compris des grands musées, mais ils n'ont pas encore véritablement décollé, parce que la problématique, c'est justement ce fameux modèle économique. Justement, mais qui finance alors la création numérique, les arts numériques? Alors, est-ce que c'est des collectionneurs, même s'ils ne peuvent pas collectionner? Enfin, moi, ce que j'observe, c'est que les collectionneurs, il y en a quelques-uns, effectivement, qui investissent un peu dans les arts numériques parce que ça fait chic, mais une fois de plus, je pense que ça passera pas par le modèle de la collection ou de manière occasionnelle, ça passera par le modèle de la consommation. Et c'est pas un gros mot, hein, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, ça sera de l'usage. C'est du modèle SaaS, comme on disait à une époque, hein, et software as a service. Et voilà. Et je pense que c'est comme la voiture. La voiture, aujourd'hui, les nouvelles générations remettent complètement en question l'idée de la possession de la voiture. Ça leur paraît de plus en plus étrange. Alors en plus, quand on leur dit que la voiture sans pilote arrive, alors là, je veux dire, c'est encore mieux. Vous savez que la voiture sans pilote, ça va permettre de faire des gains écologiques très forts, parce que ça va permettre de synchroniser les voitures dans la ville, etc. Mais la voiture sans pilote partagé, c'est 90% de voitures en moins dans la ville. Donc les gains là sont tellement énormes qu'il n'y a même pas photo, on y va, quoi. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait s'intéresser à la création et aux arts numériques parce qu'on allait en avoir le temps. Alors, il y a des personnes qui ont des cheveux blancs dans la salle, mais il y en a aussi des plus jeunes. Donc, vous leur avez dit, grosso modo, qu'ils ne vont plus avoir à travailler parce que les robots vont tout faire. Qu'en est-il? Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Aristote. Tout ça, c'est la faute d'Aristote. Parce que ce monsieur avait quand même imaginé, en son temps, des instruments capables de nous servir par ordre ou par pressentiment. Alors, par ordre, c'était les machines, on a compris, elles sont arrivées. Par pressentiment, c'était fort, parce que là, il avait carrément anticipé l'intelligence artificielle. Donc on y est aujourd'hui. Le dernier rapport de l'OCDE, qui date d'il y a un mois, sur le numérique, nous dit qu'aujourd'hui, en Occident, seulement 13% des travailleurs ont des compétences supérieures à l'intelligence artificielle. Je répète parce que ça fait mal, seulement 13% des travailleurs en Occident ont des compétences supérieures à l'intelligence artificielle. Dernier rapport de l'OCDE. Voilà, donc entre Aristote et aujourd'hui, on peut dire que le saut quantique a largement été fait et que la question qui est posée effectivement sur les métiers du futur, sur le travail tout simplement, l'emploi, est une question majeure qui est au cœur du renouveau économique, culturel, social, etc. C'est une question de fond aujourd'hui qui est absolument essentielle. Quelle échéance? Alors, la dernière, j'ai vu que la fameuse singularité, est-ce que la singularité, ça parle à tout le monde ou pas? S'il y a une main qui se lève, j'explique. Oui, non? Alors, singularité, c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, théorisé sur l'idée de dire qu'à un moment donné, il va y avoir la convergence des NBIC, nanotechnologies, donc les technologies de l'infiniment petit, biotechnologie, technologie de l'information et les sciences cognitives. Et qu'à un moment donné, tout ça va converger avec, en toile de fond, la puissance exponentielle des machines, on y reviendra, 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde aujourd'hui, qui va faire que, on disait à l'horizon 2050, moi quand il y a 10 ans on étudiait ça, c'était 2050, tout ça allait converger et créer une sorte de Big Bang
qui allait absolument tout changer, où l'intelligence artificielle serait plus intelligente que l'humain et où l'humain deviendrait lui-même un cyborg en fusionnant avec les technologies, etc. Donc on allait rentrer dans l'ère... C'est une rupture anthropologique, puisque on va avoir des externalités cognitives ou des implants qui vont totalement décupler notre puissance de faire, nos relations, notre capacité empathique, etc., etc. On reviendra peut-être sur le côté transhumain qui aujourd'hui est un sujet qui monte aussi pas mal. Donc les NBIC en convergent créent cette fameuse singularité, et la singularité, c'est une espèce de point de non-retour à partir duquel il y a un changement d'espèce humaine. On passe de l'homo sapiens sapiens à l'homo numericus, à l'homo deus, comme dit Harari. Et d'ailleurs, il y a un artiste du numérique qui dit on va avoir les pouvoirs de véritables dieux, mais il serait temps d'apprendre le job. C'est exactement ça. Donc la singularité, on arrivait à 2050-2040. Aux dernières nouvelles, on est à 2039. Donc tous les jours, vous voyez, ça se rapproche, quoi. Pourquoi ? Parce que progression exponentielle des puissances de calcul, de l'intelligence artificielle, de tout l'appareillage technologique. Aujourd'hui, on est en train de numériser le réel totalement. On est en train de fusionner le réel avec le numérique, et donc on est en train de numériser le moindre atome, le moindre gène, le moindre neurone, absolument tout y passe. On est en train de faire un simulateur géant du réel dans lequel on va inventer littéralement un nouveau monde. Voilà. Alors la question c'était les NBIC, la singularité. Et que vont faire ceux qui doivent travailler demain, ou qui espèrent travailler ? Alors, peut-être pas, hein, d'ailleurs, on ne sait pas. On va dire qu'il y a plusieurs manières de répondre. La première manière de répondre, c'est de dire « vous inquiétez pas, il y a des nouveaux métiers qui arrivent ». Le biomimétisme, le data scientisme. Alors, il va falloir expliquer ces gros mots-là. Le biomimétisme, c'est s'inspirer des technologies et des matériaux du vivant, des technologies, des principes et des matériaux du vivant, des fonctionnements du vivant pour inventer avec les nouvelles technologies des nouveaux matériaux, par exemple, des choses comme ça. Là, il y a plein de sujets aujourd'hui. C'est une science assez récente, mais qui est extrêmement déjà dynamique. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le data scientisme, c'est l'analyse scientifique des données, la big data, où là, c'est juste énorme les potentialités qu'il y a, donc ça va faire beaucoup de boulot. Est-ce que l'homme a encore une place dans cette analyse ou c'est... Pour l'instant, oui. En fait, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aime beaucoup prendre la place des tâches répétitives. On comprend pourquoi, ça va de soi. Donc ça disrupte toutes les tâches dites répétitives. Les banquiers, je sais pas, enfin tout. À chaque fois qu'on est dans un travail de répétition, on fait un processus qu'on répète. L'intelligence artificielle peut le remplacer plus efficacement que l'homme. Et puis, ce qu'elle aime aussi beaucoup, c'est les métiers très experts. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait se dire, moi je suis super expert de ça, je ne vais pas être embêté par l'intelligence. Mais non, parce que quand on est super expert, en fait, on a hyper processisé son domaine. On est très expert parce qu'on le connaît brique par brique et qu'on est capable de connaître les processus. Donc l'intelligence artificielle, elle rentre derrière et elle reprend tout ça. Donc c'est plutôt les métiers créatifs, ce que je disais au départ, c'est plutôt les métiers créatifs, c'est plutôt les métiers généralistes, c'est plutôt les métiers de la relation, c'est les métiers de l'empathie. C'est tous ces métiers-là qui vont monter en puissance et on va en avoir sacrément besoin. Tant mieux que l'intelligence... Les métiers de l'empathie, qu'est-ce que c'est que les métiers de l'empathie ? C'est des métiers qui vont permettre de comprendre mieux le fonctionnement humain. En fait, c'est tous ce qu'on appelle les sciences comportementales. Alors ça peut être, il y a par exemple la psychométrie, c'est quelque chose qui émerge aujourd'hui. C'est quoi la psychométrie ? C'est l'analyse de tous vos likes dans les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, on s'en fout. Non, Obama a gagné probablement grâce à ça. Macron a gagné probablement en partie grâce à ça. C'est-à-dire qu'à partir de vos likes, on a pu prouver, l'analyse de vos likes, on a pu prouver que la machine vous connaît mieux que vos proches. Voilà. Donc ça va assez loin dans l'analyse comportementale. Mais c'est aussi évidemment les sciences sociales, la psychologie, etc. etc. Tout ça passé... Par exemple, il y a de la robotique empathique. Mais ce que c'est la robotique empathique, c'est... j'ai vu une start-up qui fait ça. Donc, ils s'amusent à modéliser les interactions chimiques du cerveau. Vous savez qu'en fait, on est des algorithmes biochimiques. Enfin, c'est en grande partie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on regarde comment ça marche et puis on reproduit virtuellement. Donc, c'est modéliser les interactions chimiques du cerveau et les reproduire de manière virtuelle.
Donc l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, tous ces trucs-là, quand ça se mélange, qu'est-ce que ça provoque, etc. Et moi, j'ai discuté avec un robot empathique. Alors ça marche du tonnerre. D'une part parce qu'il a intégré tout un tas de comportements qui fonctionnent justement avec le fait de si vous l'agressez, si vous êtes cool, sinon, enfin tout ça il l'analyse, hein, le ton de votre voix, votre gestuelle, etc., même les traits de votre visage. Et en fonction de ça, hop, il s'adapte. S'il voit que vous êtes en colère, il va pas répondre de la même manière que si vous êtes souriant, etc., etc. Mais il y a un autre phénomène qui vient se rajouter, qui marche très très fort, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quelque chose qui a été très étudié aussi, et qui montre que si quelqu'un, là, devant nous, se casse la figure et se fait mal, on a mal en même temps. On ressent la douleur en même temps, et c'est d'une façon tout à fait empathique. Et donc, ce phénomène de neurones miroirs, en fait, il marche tout le temps. Quand on est ensemble, si quelqu'un vient vers vous en souriant, ça vous met tout de suite de bonne humeur, etc. Et en fait, pourquoi ça vous met de bonne humeur? Parce que ça déclenche dans le cerveau la production de certaines molécules qui vont, les molécules du bonheur, etc. Donc tout ça est analysé, tout ça est modélisé, mis dans des machines qui deviennent du coup empathiques, relationnelles, puisque vous savez que, par exemple, la banque de guichet, c'est terminé. La banque, maintenant, c'est le mobile banking, avec des chatbots qui vous répondent. Donc, on vous fait croire que c'est quelqu'un qui vous parle. En réalité, c'est une machine. Et plus cette machine va être capable de vous comprendre de manière fine, personnalisée, intuitive, etc., et plus, donc c'est ça que j'appelle les métiers de la relation, en fait. Mais on ne peut plus aller au guichet s'engueuler avec son banquier ou sa banquière, pour parler simplement. Peut-être ils mettront un robot pour ça. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a une robot qui a eu la nationalité saoudienne il y a quelques semaines. Bon, c'est symbolique, mais c'est amusant. Ça dit des choses aussi sur la manière dont les robots commencent à rentrer. Enfin, quand même, il faut dire un truc, c'est que la science-fiction aujourd'hui, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais moi j'ai quand même l'impression que la science-fiction, elle est dépassée. La science-fiction, on a l'impression qu'elle est asséchée aujourd'hui, qu'il n'y a plus de science-fiction. Et d'une certaine manière, il n'y a plus de futur. Et ça, c'est pour ça qu'on a créé les Rendez-vous du futur au Cube. Je vous invite à aller voir. Il y a plus de 100 émissions de Web TV interactive. C'est gratuit, c'est en ligne, avec tout un tas de personnalités qui viennent donner leur vision du futur. C'est pour ça qu'on a créé cette émission, parce qu'on avait l'impression qu'on nous avait volé notre futur, qu'on n'avait plus de futur. Voilà. Alors là, la réponse à la question de quel métier demain, donc déjà, il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Mais ça ne va pas donner du boulot à tout le monde, il faut être clair, hein. On va dire qu'aujourd'hui, on est plutôt parti sur à peu près la moitié des boulots dans le monde entier qui vont disparaître, et certainement plus. On dit ça encore pour être gentil. Donc globalement, il faut se préparer à un choc très, très important, un tsunami qui va faire que les emplois qu'on connaît vont disparaître et que ça ne sera pas compensé par l'arrivée d'emplois nouveaux. Donc, il faut réinventer la société. Donc les jeunes aujourd'hui, ils ont ce truc sur les épaules. C'est comment on réinvente la société du point de vue de l'économie, j'entends là. Hein, comment on fait pour que demain, je puisse aller acheter mon pain? Parce que vous comprenez bien qu'à partir du moment où les robots... Il y aura toujours des boulangers? Peut-être pas. Mais le problème de fond, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où le robot devient le travailleur, donc le travailleur robot devient l'outil de production, le problème, c'est qu'il n'y a plus de répartition de richesse. Le robot, il travaille nuit et jour, toute l'année, sans se fatiguer. Il coûte beaucoup moins cher en amortissement, si je puis dire, qu'un travailleur. Il est beaucoup plus productif. On va jusqu'à des taux de plus de 100% de productivité, voire au-delà, 300% parfois de productivité supérieure avec un robot, et qui coûte moins cher donc qu'un travailleur. Est-ce que le robot ne va pas demander à se syndicaliser un jour? Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'un jour le robot aura une personnalité? On a dit tout à l'heure que déjà on lui donne une nationalité. Est-ce que demain il aura une personnalité juridique? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Il y a, à la vitesse où ça va, on peut imaginer que demain il y a des entités qui seront autonomes au point de pouvoir revendiquer de leur personnalité juridique et par exemple de vous attaquer en procès, ouais. Voilà, de dire vous avez fait un truc pas bien, je vous attaque, et en fait c'est pas quelqu'un, c'est un robot qui vous attaque. Il y a même des gens qui imaginent aujourd'hui que demain il y aura des entreprises générées de manière autonome. Je vous donne un exemple. L'entreprise, vous créez une entreprise qui met sur le marché des voitures autonomes taxi. Imaginons ça, Uber au hasard.
Et puis, alors vous allez sur un secteur et puis ça marche très bien. Et vous dites, et là, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle qui gère votre boutique, elle dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander 5 taxis de plus. Elle va s'en occuper toute seule, elle ne va pas vous poser la question. Elle gère complètement le truc, elle le gérera mieux que vous de toute manière, donc elle commande les taxis, blabla, elle s'occupe de tout. Et puis au bout d'un moment, ça grossit un peu plus, elle dit bah, peut-être là, on va créer une filiale pour l'installer à tel endroit. Et tout ça se fera de manière... vous aurez juste à dire peut-être oui, non, voilà. Donc ça peut aller assez loin sur effectivement le statut juridique. Et pour rester sur la question juridique, il y a un grand avocat spécialiste du numérique qui a dit un jour, moi tout ça, c'est pas grave, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le code qui code le code. Alors je décrypte. Le code civil, le pénal, selon lui, est ce qui code le code. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein. Le code dépend finalement des choix politiques qui sont faits tout en haut. Mais est-ce que c'est si vrai que ça, cette affaire? Aujourd'hui, oui. Mais demain? Quand demain, vous allez être dans des environnements qui seront entièrement numérisés, avec l'Internet des objets, avec les environnements pervasifs, comme on appelle, communicants, relationnels, etc. C'est-à-dire que vous serez à l'intérieur d'un smartphone quelque part, hein, tout ça, ça communiquera là autour de vous, ça vous rendra des services. Vous ne pourrez pas vous en passer, pas plus que vous pouvez vous passer de ce truc-là. Donc vous n'aurez même pas dit « je le veux pas », vous l'aurez pris parce que c'est bien. Quand vous serez dans l'espace urbain, dans la ville, là, et que vous aurez tous ces services autour de vous qui vous diront « ah tiens, t'as pensé à prendre ton pain, regarde la boulangerie là, etc. » tout ça. Bref, qui fera la loi dans la ville ce jour-là? C'est les règles de la cité ou c'est les conditions générales de vente des services que vous utiliserez? Donc, vous voyez comment les GAFA peuvent progressivement venir prendre le pas sur finalement la gouvernance politique. Et c'est d'ailleurs ce qui a commencé à s'amorcer au niveau des plateformes, mais ça, vous allez voir que ça, à un moment, ça va arriver sur le terrain. Je me suis un peu, j'ai un peu cheminé. On parlait de l'avenir. On parlait du travail toujours, donc revenons au travail. Donc on a dit des emplois qui disparaissent, bon, des nouveaux emplois, donc le système économique lui-même est en train de muter, enfin il n'a pas le choix, il est en train de muter, parce qu'à partir du moment où c'est les machines qui nous remplacent, s'il n'y a pas plus d'ouvriers, bah, il n'y a plus de redistribution. Ah bah c'est super, comment ils vont faire ceux qui fabriquent des choses qu'ils mettent dans les rayons? Comment ils vont faire pour que les gens viennent les acheter s'ils n'ont plus les moyens de les acheter? Vous voyez bien que ça ne tient pas, on est au bout du système. Donc il faudra de toute manière trouver une autre manière de répartir la richesse. Quand vous voyez qu'aujourd'hui 1% de la planète possède 52% de la richesse, vous voyez bien qu'il y a un problème, et que ce problème il va continuer à croître, ce que Piketty, Stiglitz et tout un tas d'autres gens ont regardé. Ce problème aujourd'hui, il va plutôt s'accentuer qu'autre chose si on ne trouve pas d'autres solutions. Donc là, on arrive sur des modèles, je vais en citer un qui a été très très médiatisé pendant la campagne présidentielle, qui est le revenu universel. Alors il y a les pour, il y a les contre, je ne vais pas rentrer dans ce débat là maintenant, je dis juste que ce truc-là était un scénario qui venait répondre à cette problématique-là. Après, c'est la bonne ou pas la bonne réponse, hein. Je ne suis pas en train de dire il faut le revenu universel, il y a vraiment des gens contre, et c'est clivant comme sujet. Mais on voit bien qu'en tout cas, il faudra bien trouver des solutions si on veut que demain, les gens continuent à aller acheter des choses dans les rayons. Sinon, ils arrêteront d'acheter et le truc s'effondrera, hein, tout simplement. Et donc, pour les travailleurs, juste pour terminer, en tout cas, il y a une chose qui, moi, me paraît, et je serais ravi d'entendre les plus jeunes dans la salle tout à l'heure, il y a une chose qui me paraît être au cœur de la révolution numérique, de la révolution tout court, de cette mutation de société, de civilisation, c'est la question environnementale. Je pense que c'est là où il faut concentrer tous les efforts, parce que sinon on va dans le mur avant la fin du siècle, selon les collapsologues, et que je pense que là, il y a plein de choses à inventer avec les nouvelles technologies qui vont permettre de faire des gains écologiques. Il y a plein de sujets. Je peux en donner un. L'agriculture de précision aujourd'hui avec les nouvelles technologies, donc les tracteurs robots bourrés de capteurs, etc., qui vont permettre de faire de l'agriculture chirurgicale et sortir du chimique massif qui détruit la planète, etc. Mais si je prends l'exemple des fermes urbaines verticales, par exemple, une ferme urbaine verticale, c'est du centre-ville, c'est du circuit court. Vous savez que votre salade, vous savez combien elle fait de kilomètres votre salade pour arriver dans l'assiette aujourd'hui? Allez, un chiffre. J'ai entendu 500, elle fait 1000 km en moyenne. Donc, vous mettez une ferme urbaine verticale au cœur de la ville, déjà, elle ne fait plus que 1 km, 2 km.
Deuxième chose, la ferme, elle fonctionne en aquaponie ou en hydroponie. On a au cube, on a une installation aquaponique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un bassin avec des poissons reliés à des plantations verticales. Et en fait, ce sont les poissons qui alimentent, c'est un circuit, hein, ce qui alimente les plantes avec leur déjection. C'est un circuit fermé. C'est ça, tout à fait. Et les plantes qui alimentent les poissons en oxygène, etc. Enfin, ça fonctionne en circuit fermé, ça fonctionne très bien. Donc il y a des systèmes comme ça, vertueux, qui font qu'on peut faire de la production sans avoir à recourir à du chimique, etc. Une ferme urbaine verticale, c'est 90% d'eau et de pesticides en moins. 90% d'eau et de pesticides en moins. Vous voyez le gain écologique, il n'y a pas photo. C'est 70% de productivité supplémentaire. On va être 10 milliards d'habitants bientôt. Comment on fait pour nourrir tout le monde? 10 milliards avant la fin du siècle. Donc, il y a des solutions de ce type-là qui amènent du gain écologique, qui amènent du circuit court, qui amènent de la qualité. On peut faire de la salade de qualité. Enfin, moi, je suis pas... on a invité quelques chefs au cube. Le prochain, d'ailleurs, qui vient, c'est Ducasse, pour le prochain rendez-vous du futur. On leur pose la question, bien entendu, comment eux, ils voient ça. On a Thierry Marx est venu. Thierry Marx, il fait de la cuisine moléculaire. Enfin, voilà, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils essayent d'inventer des nouvelles choses. Donc, il y a, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, de l'alimentation, il y a 3 millions de choses à inventer. Et là, je pense que c'est une opportunité pour la jeunesse de s'emparer de tous ces sujets-là, de ces défis-là. Mais on peut le dire de plein d'autres sujets, hein, la santé, le transport, etc., l'énergie. Par exemple, dans l'énergie, aujourd'hui, on peut faire de la production, ce qu'on appelle le smart grid, c'est de la production locale d'énergie renouvelable. Vous produisez vous-même et vous stockez, et grâce à la fameuse blockchain, vous pouvez redistribuer. Donc c'est du peer-to-peer énergétique. Le peer-to-peer, c'est de l'échange de pair à pair. Vous pouvez échanger entre vous. S'il y a un quartier entier à Brooklyn qui fonctionne déjà comme ça. On peut stocker l'électricité, Philippe? Toi qui es un spécialiste. Ah, on la stocke très très mal, mais il y a des solutions pour la stocker. Pour le moment, le smart grid, c'est juste des systèmes, alors numériques, qui permettent de soulager, c'est ça. Qui à un moment sont capables de mettre en face la demande et la production, quoi. Hein. Donc voilà. Donc c'est sûr que ça peut améliorer grandement la gestion des réseaux et après, on peut stocker, mais de façon quand même encore insuffisante, l'électricité. Alors, on peut faire de l'hydrogène, on peut reproduire l'électricité avec l'hydrogène. Enfin, il y a des solutions, hein, mais les batteries, en tout cas, c'est insuffisant. Alors, il y a toujours des progrès annoncés pour les batteries, donc peut-être à un moment, ça viendra. Voilà. Alors, moi je vous écoute là, et donc j'ai quand même le sentiment d'avoir un technophile extrême devant moi. Donc vous essayez de nous démontrer qu'effectivement tout ça va générer des progrès gigantesques pour le bien de tous, et en même temps je pense que ça pose quand même beaucoup de questions. Alors on a évoqué celle de l'emploi, puisque effectivement je crois qu'il y a des études qui disent que, vous l'avez dit, hein, plus de 50% des emplois sont programmables, c'est-à-dire qu'on peut a priori les remplacer par des machines et dans tous les domaines. Et en même temps, en lisant vos éditos dans la revue du Cube, là, il y a des choses qui m'interpellent un petit peu. Par exemple, vous parlez des réseaux sociaux comme un système empathique global. Alors pour moi, l'empathie, ça veut dire la gentillesse, la bienveillance. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore le sentiment que les réseaux sociaux sont totalement empathiques. Alors, comment vous voyez que ces systèmes vont devenir empathiques alors ça, c'est probablement une des clés pour moi du futur. C'est la question du système empathique global, de l'infrastructure sociale globale qui va permettre de résoudre les problèmes de la planète. On n'arrivera pas à résoudre des problématiques de type global comme l'environnement si on n'a pas l'infrastructure qui permet de le faire. Donc ce que j'appelle le système empathique, c'est ce qui va faire, et d'ailleurs Mark Zuckerberg dit lui-même qu'il est en train de créer le système, l'infrastructure sociale globale qui permettra de résoudre les problèmes de la planète. Il y a déjà plus de 2 milliards de personnes qui utilisent son système. Bien entendu, le même système, la même technologie
peut avoir des effets terribles. Et vous avez évoqué effectivement les fake news, tout un tas de choses qu'on voit aujourd'hui, et y compris des comportements assez moches. Il y a pire. Vous prenez le social credit system en Chine, qui est en train de se mettre en place, qui n'est absolument pas une science-fiction, allez voir. Le social credit system, c'est un système où tous les Chinois, à horizon 2020, auront une note, seront notés, auront une note de citoyen, en fonction de leur comportement, en fonction de tout un tas de paramètres dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'ils ont bien payé leur loyer? Est-ce qu'ils ont remboursé leur crédit? Est-ce que les enfants vont bien à l'école? Est-ce qu'ils sont bien notés? Blablabla, blablabla. Et le tout dans un cadre autoritaire, politique autoritaire. Oui, c'est le gouvernement qui met ça en place. Et donc, avec la big data, ils vont scanner absolument, y compris vos amis, avec qui vous êtes en lien, quel type d'échange vous avez, etc. Et en fonction de votre note, vous aurez ou pas accès à des services de type la cantine pour les gamins, la crèche, etc., etc. Le gouvernement chinois justifie ce déploiement en disant qu'il y a beaucoup de micro-corruption en Chine au niveau local et que ça va être le moyen finalement d'obliger les gens à monter en qualité, entre guillemets. De l'auto-surveillance, hein, c'est de la servitude volontaire puissance 10. Mais en réalité, c'est terrible ce système. C'est Big Brother. Vous imaginez que plus personne va oser bouger le petit doigt en se disant « Oh là là, mais surtout… et vous allez vous déconnecter de tous vos amis qui seront un tout petit peu originaux, etc. etc. » Donc c'est quelque chose qui va juste être terrible. Donc oui, vous avez raison. On peut faire une lecture de tout cet appareillage technologique à la Big Brother en se disant « C'est terrible ce qui va nous arriver ». En même temps, une fois qu'on a dit ça, moi, ce que je regarde, c'est quels sont les défis auxquels on fait face pour les décennies qui viennent et comment j'ai 3 filles qui ont 20 ans, enfin qui ont la vingtaine, je peux vous dire que c'est pour elles que je me pose des questions parce que moi quelque part je le verrai peut-être pas ça, mais elles seront en plein dedans. C'est quoi les problèmes, les défis qu'on a? On l'a dit, le défi économique, le travail, l'emploi, etc. Mais c'est aussi, une fois de plus, le défi écologique. La 6e extinction de masse, ce n'est pas forcément une blague. Là encore, il y a des scientifiques très rigoureux qui travaillent sur la question, les collapsologues, etc., et qui vous disent que c'est irréversible. Donc, qu'il est temps de faire quelque chose, ça, c'est un défi majeur. Mais en fait, l'environnement, il faut bien comprendre que c'est systémique. Ce n'est pas qu'une question de « Ah bah demain, je vais respirer de l'air pollué ou pas ». Ce n'est pas ça, c'est systémique. Le patron d'AXA, il a dit « À plus de degrés, j'arrive encore à assurer. En dessus, je ne sais pas faire. » Et là, toutes les études montrent, encore hier, le One Planet Forum là, nous dit qu'on va plutôt vers plus 4 degrés. Donc les assureurs qui ne peuvent pas assurer le risque et le chaos, ça devient du chaos. Donc c'est systémique en réalité. Le réchauffement climatique, c'est la montée des eaux. La montée des eaux, c'est 800 millions de personnes de réfugiés climatiques. On va les mettre où? C'est la disparition de la biodiversité avec un effondrement, là encore, systémique, etc., etc. Tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement sérieuses. Donc, pour moi, la manière de voir les choses, c'est de se dire qu'il y a des défis comme ça qui sont face à nous, 10 milliards d'habitants qui vont arriver. C'est hallucinant. Comment on va faire, là encore, pour nourrir tout le monde avec des gens qui veulent tous aujourd'hui, ce qui est normal, la pyramide de Maslow, ils veulent, comme nous, être en haut de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Hein, donc, tout ça va faire que les tensions vont être de plus en plus fortes. Comment on va répondre à tout ça? Eh ben, c'est là où les technologies, si on les emploie bien, peuvent nous permettre de le faire. Il nous faut un réseau social global qui permette les échanges. Et on voit que dans tout un tas de domaines, ça a des effets extrêmement positifs. Les sciences, la culture, enfin tout un tas de... le savoir circule, hein, ce qui est déjà pas rien, et à la vitesse de la lumière. Il nous faut cette infrastructure globale pour pouvoir faire émerger peut-être une conscience collective. Il faut laisser un peu de place à l'homme, alors, pour mettre cette empathie, Mais en fait, pour la générer. Au bout du bout, ce qu'on attend de l'humain, c'est qu'il soit capable de passer de l'intelligence collective, aujourd'hui c'est ce dans quoi on commence à être, de l'intelligence collective à la conscience collective. C'est à ce niveau-là maintenant qu'il faut se hisser si on veut arriver à prendre le problème globalement. Donc c'est un vrai chantier. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps qu'on accédera peut-être à la conscience collective, il n'est pas impossible que la machine, en même temps, accède elle-même à une forme de conscience, d'autoconscience,
Donc elle deviendra un allié puissant, quelque part, de l'intelligence. Je prends juste un exemple. Regardez les publications dans la recherche aujourd'hui dans la santé, dans le domaine de la médecine. C'est des milliers et des milliers, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est vertigineux, le nombre de publications de recherche qu'il y a aujourd'hui tous les ans sur des sujets extrêmement pointus dans la médecine et qui sont pour le bien de l'humanité. Il n'y a pas un humain qui est capable de lire tout ça, c'est juste pas possible. La machine, elle, je sais pas si, pour vous donner un exemple, nous, quand on lit 70 pages dans une heure, c'est qu'on est un bon lecteur. La machine, elle mémorise 300 millions de pages par heure. Elle mémorise, ce qu'on ne fait pas, elle mémorise. Donc ça veut dire qu'elle indexe, elle corrèle, etc., etc. Donc toutes ces publications de chercheurs, qu'elle peut ingurgiter, mais alors sans aucun problème, vous imaginez la vitesse. Derrière, vous pourrez l'interroger en disant, bah voilà, pour telle maladie orpheline sur laquelle c'est très compliqué, machin, elle va vous remonter toute la donnée, vous dire, bah voilà ce qui est possible, etc. Donc ça va devenir un allié extrêmement puissant de l'intelligence collective et de la conscience collective. Alors, il y a je crois qu'on dit, c'est une formule, il n'y a pas d'abri antinumérique. C'est-à-dire que enfin, je veux dire, l'évolution est telle que, effectivement, tout ça s'impose. Mais en même temps, je reste sur l'autre côté. C'est-à-dire, on pourrait faire le parallèle avec Star Wars. Il y a la force, le côté obscur de la force. Qui peut, comment dire, qui peut quand même inquiéter, et puis qui peut à un moment nous questionner. Vous le dites, je crois, assez dans vos papiers. Aujourd'hui, on va avoir des objets connectés, des capteurs qui vont être capables de tout faire. C'est-à-dire que demain, la bouteille de vin que vous allez mettre sur la table, vous allez pouvoir faire actionner la petite machine qu'on va vous livrer, qui va être capable de sentir, de qualifier les qualités du vin, enfin, etc. Où est le plaisir? Alors peut-être même elle la boira pour nous, mais, je veux dire, vouloir remplacer tous les sens de l'homme par des capteurs et par des machines, il y a un côté quand même inquiétant. Alors je sais bien, vous dites aussi, il faut passer de Big Brother à Sense Mother. Il faudra que vous nous expliquiez ce que vous appelez Sense Mother. Mais moi, j'avoue que ça me pose quand même un certain nombre de questions. Et puis, je vais terminer cette interrogation parce que vous avez parlé, vous avez dit, il y a plus de science-fiction. Il y a quand même beaucoup aujourd'hui de films de science-fiction, justement sur la question du robot. Alors on parle des U-boats, puisqu'on a des robots à forme humaine avec qui effectivement l'échange se construit, et puis dotés d'intelligence artificielle. Et on connaît quelques films où finalement 2001 Odyssée de l'espace, grand film culte que j'ai revu de nombreuses fois, mais où le robot qui pilote la machine, enfin à un moment... Alors, c'est un bug, a priori, d'après ce qu'on comprend, mais il prend le contrôle de la machine contre l'homme, quelque part. Vous avez un film qui est très récent, je ne sais pas s'il est passé en France, qui s'appelle Ex Machina, où il est question des sentiments. Voilà, il y a donc un Zuckerberg, parce que c'est à peu près lui qu'on décrit dans le film, qui a développé évidemment ses entreprises de manière mondiale, et puis qui a une recherche un peu secrète sur justement le robot qui porte des sentiments. Et le film se termine très mal pour l'homme, parce que effectivement, il implique un jeune brillant dans ses recherches, et le jeune brillant tombe amoureux de la robot. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça d'ailleurs. Les images sont très belles. Si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à voir ce film. Et puis ça se termine très mal, puisque à un moment il découvre, mais trop tard, que la machine n'a aucun sentiment pour lui, et que voilà, elle s'échappe et lui va mourir tout seul dans son coin. Mais c'est inquiétant quand même, ce processus d'intelligence artificielle dont on ne sait pas si on en gardera complètement le contrôle.
Il y a un film qui s'appelle Her aussi, qui est super, où la personne tombe... Amoureuse de son ordinateur, oui, Ouais. bien sûr. En fait, la machine intelligente, elle va nous challenger, c'est ça l'histoire. Enfin d'ailleurs, on va se challenger nous-mêmes en construisant des machines intelligentes. Et finalement, vu sous cet angle-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça va nous obliger à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond dans ce qu'est notre humanité, à aller regarder beaucoup plus au fond de nous ce qu'on est réellement. Une fois qu'on aura, modélisé tous nos algorithmes biochimiques, une fois qu'on aura modélisé toutes nos interactions chimiques dans le cerveau, une fois qu'on aura traficoté nos gènes et allé au bout de l'épigénétique qui nous explique qu'en fait on est ce qu'on mange, on est ce qu'on voit, on est ce qu'on rencontre, on est le lien qu'on a avec le monde et que c'est beaucoup plus complexe que simplement une machine biologique. Une fois qu'on aura compris tous ces mécanismes-là, on se rapprochera un petit peu plus de notre humanité, ce que le philosophe appelle l'âme de la statue. Quand vous regardez une statue, il y a quelque chose qui se dégage, je ne sais pas ce que c'est, pourtant c'est de la pierre. C'est ça qu'il faut aller chercher dans l'humain, quoi. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est un merveilleux défi, et c'est d'autant plus un merveilleux défi que c'est nous-mêmes qui nous le posons. Hein. Faut pas oublier que c'est quand même nous qui faisons les machines. Donc, quelque part, c'est dans l'histoire de l'humain depuis le Big Bang. On est quand même né, rappelez-vous, dans la grande soupe universelle, on était des monocellulaires. Un jour, il y a 2 cellules qui se sont mises ensemble. Oh tiens, ça marche mieux si on se met ensemble, on peut faire plus de choses. Et voilà, et l'histoire a continué comme ça, et on a cessé d'évoluer en permanence. Sauf que là, on arrive probablement à un moment qui est absolument inouï. C'est vraiment le mot dans l'histoire des civilisations, dans l'histoire humaine. C'est que on va vivre littéralement, et la jeune génération sera en plein dedans, on va vivre un changement d'espèce. Et que ce changement d'espèce, une fois de plus, c'est nous qui allons décider de ce qu'on va en faire. Mais jusqu'à quel moment l'homme garde la main, justement? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, un peu comme 2001, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace Alors, aujourd'hui, il y a des pétitions. 126 personnalités mondiales ont signé une pétition cet été, pour dire attention au danger de l'intelligence artificielle autonome. Bill Gates, Stephen Hawking, Elon Musk, enfin tout un tas de grandes personnalités qui connaissent très très bien le numérique, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas, ont alerté les pouvoirs publics en disant attention, même Elon Musk a été au Sénat américain cet été pour dire faites gaffe, il y a un truc où il faut vraiment faire attention, c'est l'intelligence artificielle autonome. Il faut qu'il y ait un débat éthique là-dessus. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle autonome, tant que c'est pour vous servir le vin, tout va bien. Le jour où c'est pour faire la cyberguerre, c'est plus embêtant. Vous savez que l'intelligence artificielle, elle a gagné en 95-97, elle a gagné au jeu d'échecs. Ensuite, elle a gagné au jeu de Go. On disait que ce n'était pas possible, il y a autant de combinaisons dans le Go que d'atomes dans l'univers. On disait c'est impossible, elle ne pourra pas. Elle l'a fait. Ensuite, il y a eu le test de Turing, le fameux test où on peut reconnaître à l'aveugle, où une intelligence artificielle est capable de nous tromper. Elle l'a fait. Ensuite, il y a eu le jeu de poker. Elle a gagné au jeu de poker. La différence entre le jeu de Go et le jeu de poker, c'est que le jeu de Go, vous voyez le jeu de l'adversaire, le poker, vous ne le voyez pas. Et en plus de ça, c'est le bluff. Ça repose sur le bluff. Donc on a appris à mentir à la machine. Imaginez que la machine qui mente si bien, qui a gagné contre les meilleurs joueurs de poker au monde, imaginez qu'on l'utilise pour faire la cyberguerre. Donc qui dit qu'elle ne va pas mentir à ses généraux, qu'elle ne va pas bluffer. Ensuite, on a une intelligence artificielle qui a, et ça c'est tout récent, qui a AlphaGo, qui a appris en autodidacte. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne l'a pas nourri avec des millions de parties. On lui a dit, voilà les règles du jeu, tu te démerdes. Elle a joué 5 millions de parties contre elle-même, au Go, et elle a gagné contre le supercalculateur qui avait gagné contre les meilleurs joueurs de Go. Donc, elle a appris en autodidacte avec le deep learning. Donc, il y a une évolution totalement exponentielle aujourd'hui de la puissance de l'intelligence artificielle. Et pourquoi je disais ça? Là, je vous racontais l'histoire de l'intelligence artificielle, mais je me suis perdu mon chemin. Quand est-ce que l'homme perd ou ne perd pas la main, quoi. Quand est-ce que la machine devient autonome? Voilà, et effectivement, donc l'intelligence artificielle autonome, quand on l'applique maintenant à par exemple, ce qu'on appelle la cyberguerre, là, effectivement, on comprend qu'il y a des pétitions en cours par des gens très éclairés qui disent faites gaffe quand même, parce qu'on ne sait pas avec quoi on joue là. Peut-être que demain, il y a une guerre qui va se déclencher.
on l'aura même pas vu arriver. Aujourd'hui, le trading haute fréquence, c'est 60% des transactions financières trading haute fréquence sont faites par des robots, par des intelligences artificielles. Ça se fait en millisecondes. Vous n'avez même pas le temps de cligner de l'œil que l'ordre est passé, que l'ordre d'achat est passé. Donc, imaginez la cyberguerre qui se passe dans ces conditions-là. Vous n'avez absolument rien le temps de voir. Donc oui, il y a un vrai risque que la machine, qu'on soit là pour le coup chez Terminator, dans le film Terminator, que la machine... Mais en même temps, moi je dis ça, je ne veux pas faire peur spécialement en disant ça, je cite des experts et pas des moindres. En même temps, il y a d'autres experts tout aussi pertinents qui vous disent non, tout ça c'est un peu des scénarios pour faire du média et pour faire vendre et pour surtout mettre beaucoup d'argent sur l'intelligence artificielle pour faire avancer les choses. Donc très honnêtement, je ne suis pas assez calé pour vous dire quelle est la réalité des risques de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut nous échapper? Est-ce qu'elle peut échapper à l'homme? Et si oui, à quel horizon? Mais il me semble que l'humain est pas... Enfin, moi, j'ai plutôt confiance dans la capacité de l'humain, comme il a toujours fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, le train à l'entrée en gare de La Ciotat, les gens se sont levés en ayant peur. Ils ont cru qu'ils allaient prendre le train dans la figure. On en est un peu là avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que oui, ça fait peur. Oui, il faut être vigilant. Oui, il faut un débat éthique. Ça, pour le coup, c'est sûr. La Norvège a autorisé la recherche officiellement sur les robots autonomes tueurs, parce que robots autonomes tueurs, c'est pas la même chose, d'attaque, c'est pas la même chose que de défense. Les robots autonomes de défense, il y en a sur la frontière de la Corée du Sud depuis très longtemps, avec la Corée du Nord. Ça choque personne. Ils détectent un truc, tout seul, ils tirent, il n'y a besoin de personne. Mais robots autonomes d'attaque, c'est complètement différent. Là, ça veut dire que c'est lui qui prend la décision de tirer. Et ben, il y a des pays aujourd'hui, on peut se douter que la DARPA, la recherche américaine est à fond sur l'histoire, il n'y a aucun doute, et d'autres pays, la Chine, la Russie, etc. Mais il y a y compris des gouvernements comme la Norvège qui ont autorisé officiellement la recherche sur la guerre avec les robots autonomes d'attaque. Peut-être une dernière question avant de... Ouais. Solliciter la salle. On parle de l'avenir, du futur, mais en même temps, il y a des parties gigantesques qui se jouent sur l'économie mondiale en ce moment. Alors, on connaît tous les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. On sait déjà que ce sont des sociétés qui sont plus puissantes que beaucoup d'États dans le monde. Et aujourd'hui, je crois, il y a un débat aux États-Unis sur la question de la neutralité du net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le net est totalement neutre, on peut y accéder sans difficulté. Donc ce qui semble se dessiner, ce qui peut-être se dessine, c'est que quelque part, on privatiserait le réseau d'une certaine manière, et ça donnerait encore plus de puissance à ces sociétés qui déjà ont une importance extrême. Donc comment vous voyez cette question? Alors ça, c'est une vraie question, et c'est une question politico-éthique. Alors juste, vous avez cité les GAFA, notamment Amazon. C'est amusant. Amusant. Il y a 10 ans, les gens qui parlaient d'Amazon, ils disaient le truc, ni fait ni à faire, ça va se casser la gueule, ça ne marchera pas. Il a eu beaucoup de mal à démarrer et à trouver des investissements. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est devenu l'homme le plus riche de la planète cet été. Donc déjà, ça dit la vitesse à laquelle ces croissances exponentielles se font. Dans le même temps où lui devient l'homme le plus riche de la planète, on annonce que 2/3 des malls américains vont fermer dans les 2 ans. 2/3. Donc vous voyez l'impact, qui n'est pas dû que à Amazon, mais enfin quand même, Amazon y est pour beaucoup, sur l'économie du retail, etc. Si je prends l'exemple d'Alibaba, qui est le concurrent d'Amazon en Chine, Alibaba a fait son single day, vous avez dû entendre ça, single day, 25 milliards de dollars dans la journée. 25 milliards de dollars dans la journée. Ça ne vous dit rien, moi non plus, c'est tellement énorme. Et ben pour donner une idée de ce que ça fait, vous prenez les à peu près 500 supermarchés, hypermarchés, drive d'Auchan en France, les 500 pendant 1 an. Le chiffre d'affaires annuel des 500, c'est ce que Alibaba fait en une journée avec son single day. Vous imaginez derrière la plateforme logistique d'intelligence artificielle, tout ce qu'il faut pour que ça puisse marcher. Je crois Single Day, c'est la journée des célibataires en Chine. Je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose comme près de 200 000
commande à la minute ou à la seconde, je ne sais plus, à la seconde. Enfin, c'est juste hallucinant. D'ailleurs, Alibaba a des usines entièrement robotisées, etc. Donc la question de la neutralité du net, oui, quand on voit la puissance de ces plateformes, et c'est pas fini, puisqu'elles captent la valeur, c'est exponentiel là aussi, quand on voit la puissance de ces plateformes, quand on voit la capacité qu'elles vont avoir financièrement, elles sont plus riches que des pays entiers, quand on voit la capacité qu'elles vont avoir à monter sur des services régaliens, pour l'instant elles font du commerce, elles vont commencer à faire de la santé, Google, tout ça. Google a créé une filiale qui s'appelle Calico, dont la baseline est la mort de la mort, hein. Donc carrément. Donc elles vont aller sur la santé, elles vont aller sur la sécurité, la défense, elles vont aller donc sur l'éducation, donc sur tout un tas de sujets régaliens. Donc quelque part, elles vont commencer tout doucement à remplacer ce que font les États, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a un vrai sujet. Et si en plus de ça, elles commencent à manipuler les algorithmes pour que effectivement chaque personne soit totalement micro-ciblée et qu'on lui parle comme on a envie de lui, comme elle a envie qu'on lui parle, et qu'elle croit, c'est la fameuse bulle informationnelle, qu'en fait elle croit que elle est dans un monde très démocratique où tout le monde échange, se parle et on est dans l'altérité, alors qu'en réalité on met juste les gens dans des bulles comme ça en leur donnant l'impression que tout va bien. Donc c'est de la manipulation de masse. Oui, là il y a un vrai danger sur la neutralité du web. Mais je reviens juste sur la question du coup en creux qui est posée, on parlait tout à l'heure de l'empathie, mais de l'altérité. C'est qu'il est évident qu'on ne pourra pas aller vers un monde qui se comprend, qui est harmonieux, etc., si on ne commence pas par développer l'altérité. Et pour développer l'altérité, une fois de plus, il me semble que les réseaux sociaux, c'est un outil, il faut le voir comme un outil, c'est neutre, un outil. C'est un outil qui peut permettre de développer beaucoup plus vite cette question d'altérité, à laquelle on n'échappera pas si on veut aller vers une forme de gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, je ne dis pas ça pour dire il faut être mondialiste à tout prix. C'est pas ça. C'est que tant qu'on n'aura pas une gouvernance mondiale sur un certain nombre de sujets, il n'y aura pas de régulation économique. Aujourd'hui, les GAFA, ils sont en train de prendre tout le pognon et ils le mettent dans des paradis fiscaux. On fait comment ? Le seul moyen, c'est d'avoir une gouvernance mondiale qui interdise ces choses-là, c'est tout, hein. Alors, on va passer aux questions. J'imagine qu'il y en a plein. Au fond... Merci. Bonsoir. Moi, je vous entends parler. J'ai deux demi-questions et des remarques, mais ce monde en marche que vous décrivez, en fait, est-ce que ça ne tend pas à valider les démarches trans, voire, comme vous l'évoquiez, post-humanistes, qui finiraient par être la seule alternative pour ne pas que l'homme ne finisse par devenir une ressource pour la machine, j'aime pas ce mot, mais disons. Par ailleurs, sur les histoires d'éthique, bien sûr, mais c'est tard, quoi. Parce que la temporalité de l'éthique, je veux dire, on y est. C'est dépassé. Donc la question du contrôle également qui se pose, oui, mais par qui ? Qui va formuler les règles qui vont tenter, si c'est encore possible, personnellement j'en doute, de maîtriser le pouvoir sur tous ces outils ? Ouais, parce que les débats sur l'éthique s'éternisent. Enfin, quand on voit, par exemple, en France, si on prend par exemple le droit de mourir dans la dignité ou des choses comme ça, c'est des choses qui durent des dizaines d'années même, peut-être, parfois. C'est pour ça que ça ne sera peut-être pas un chemin balistique et tout à fait harmonieux, hein, cette affaire. Il va y avoir des bagarres. Mais sur la première question, qui est est-ce que, d'une certaine manière, je ne fais pas un peu l'apologie, alors j'exagère peut-être un peu, mais je suis un peu technophile et du coup, je donne l'impression que je suis favorable à l'idée du transhumanisme, etc. En fait, je ne me pose sincèrement pas la question comme ça. Moi, ce que je me dis, c'est que la question, c'est pas de savoir s'il faut y aller ou pas, c'est de toute manière, on y va. Donc la question, c'est comment on y va et quels sont les scénarios qu'on peut encore dessiner pour y aller de la meilleure manière possible. Je pense que s'arrêter à l'idée de dire est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, c'est absurde. Enfin, je ne dis pas pour vous, hein, prenez pas mal, mais c'est pas la bonne question. C'est voilà.
D'accord, d'accord. D'accord. Donc effectivement, vous avez raison, on y va. La question maintenant, c'est comment on y va, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour faire bouger les lignes et pour pas laisser, effectivement, parce que ça c'est une réalité, tout ce qu'il y a de plus réel, le pouvoir absolu à quelques, sur les doigts de la main, ça se comptera, GAFA, BATX, Natou, voilà, on a dit, ça fait une dizaine d'entreprises qui auront le pouvoir sur le monde entier demain, parce qu'une fois de plus, elles auront aspiré toute la valeur, et que c'est elles qui édicteront les règles du monde de demain. Alors, on n'a pas encore de robot qui... Va peut-être falloir poser une question, parce que je crois que... On va prendre une autre question. Alors, il y en a là, et puis il y avait aussi... Oh, il y a plein de questions, on en a encore... On va prendre le temps de répondre à toutes. Merci. Allez-y, allez-y. Oui, vous avez parlé de la neutralité du net, en parlant au présent. Aujourd'hui, la Commission fédérale des télécommunications aux États-Unis a abrogé la neutralité du net, qui de toute façon n'existait plus que virtuellement, puisque le 11 septembre 2001, les États-Unis avaient envisagé de couper Internet. Donc, c'est de toute façon un concept inexistant. Et par conséquent, heureusement, l'Europe a enfin pris la route de Galiléo, mais on est quand même très très loin d'arriver à équilibrer les choses. La question que je voulais vous poser, vous parlez beaucoup de robots mimétiques, empathiques, pardon. Et j'avoue que je suis un petit peu d'accord avec l'intervenant qui a posé la question tout à l'heure. Pour moi, ils ne sont pas du tout empathiques, vos robots. Ils sont psychomimétiques. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'ils analysent nos comportements et ils miment nos comportements et ils font en sorte de flatter nos mauvais penchants, en réalité. Et par conséquent, je voudrais vous demander ce qui vous fait croire que Mark Zuckerberg est quelqu'un de plus altruiste et de plus gentil que Xi Jinping ou Kim Jong-un. Donc le robot est-il sournois et Mark Zuckerberg aussi? Alors sur ce que vous dites sur les robots empathiques, je suis tout à fait d'accord, hein. En fait, c'est un terme qui est utilisé aujourd'hui. On parle de robots empathiques parce que ça fait chic, évidemment. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que pour l'instant, on étudie des mécanismes et on reproduit des mécanismes. L'humain est beaucoup plus complexe que juste ces mécanismes-là. Sur le fait que l'Internet n'est pas vraiment neutre, en fait, l'Internet, c'est, je crois, 24 serveurs racines qui sont plutôt aux États-Unis. Et les États-Unis débranchent à peu près qui ils veulent quand ils veulent, sauf la Chine. Ils l'ont fait pour l'Irak. Quand ils ont investi l'Irak, ils ont débranché l'Irak. Donc ils peuvent le faire pour nous demain, hein. Est-ce qu'on a, en Europe, pris la mesure de cette histoire-là? Clairement pas. On a juste 50 trains de retard. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'en termes d'innovation, moi j'ai le sentiment qu'on passe notre temps à courir après la Silicon Valley, hein. Donc ça veut dire qu'elle sera toujours gagnante à ce jeu-là, toujours, parce qu'elle a démarré avant nous, puisqu'on la suit, et parce qu'elle a des moyens qu'on n'a pas. Il m'est venu une fois, j'étais peut-être un peu stupide, mais il m'est venu une fois l'idée que dans la Paris Métropole, vous savez, il y a les transports, tout le projet de transport de Paris Métropole. On parle de milliards d'euros d'investissement. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi on est en train de construire des routes, des gares supplémentaires, alors qu'avec ce qu'on a dit sur la voiture autonome sans pilote partagé, on peut libérer le trafic de 90%. Ils se sont amusés à Lisbonne de calculer le nombre de places de parking que ça libérait. C'est l'équivalent de 250 terrains de foot. Enfin bref, pourquoi on n'investit pas plutôt massivement dans les technologies d'avenir? On fait le saut quantique tout de suite, y compris sur la voiture volante. Ah, la voiture volante, ça fait rigoler tout le monde aujourd'hui. Quand j'ai parlé pour la première fois de la voiture sans pilote, c'était la Google Car, il y a 6 ou 7 ans dans une conférence, il y a un monsieur qui s'est levé dans la salle qui m'a dit « Écoutez, je suis ingénieur en automobile, je peux vous dire que vous racontez que des conneries, ça n'arrivera jamais. » Voilà, aujourd'hui, on sait que tous les constructeurs sont sur le coup, ça marche très bien. Un assureur, c'était le dernier maillon, hein. Pour la voiture sans pilote, ce n'était pas la techno le problème c'était l'assurance. Parce que pour les questions que j'évoquais tout à l'heure, de qui a la responsabilité? Eh bien, une assurance,
vient de dire c'est bon, moi j'assure la voiture sans pilote si vous prenez, et je vous fais même moins cher que l'assurance normale. Voilà. Donc ça y est, quelque part le coût est parti, à partir du moment où l'assurance suit, ça suivra. Donc pourquoi je partais sur la voiture sans pilote? Je m'égare toujours moi, hein. J'aime bien cheminer. La voiture volante, aujourd'hui on commence un peu à en parler et ça fait rigoler les gens, mais n'importe quoi. Quelqu'un me disait l'autre jour qu'un des dirigeants de Airbus lui a dit, écoutez, il y a un an, j'y croyais pas du tout, aujourd'hui je prends ça très au sérieux. Donc toutes ces technologies, une fois de plus, avancent très vite. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, l'Europe. Est-ce que l'Europe, là-dedans, a pris la mesure de ça? Moi, j'ai l'impression qu'on est suiveur complètement, qu'on n'est pas dans le saut quantique, on n'essaye pas de voir le coup d'après. Alors le coup d'après, vous allez me dire, c'est facile à dire, ça pourrait être quoi? Moi, j'ai retenu un truc, alors voilà, c'est un scénario parmi plein d'autres qu'il faut regarder, mais j'ai retenu un truc qui m'a plutôt bien plu quand Jérémy Rifkin est venu au Cube. Il a dit, mais en France, vous avez un atout qui est exceptionnel, c'est qu'en France, vous avez une vraie culture sociale. Vous avez des associations, plus d'1 million en France, depuis 1901. Vous avez des coopératives, vous avez des mutuelles, vous avez des syndicats, vous avez tout ça. Vous avez une culture de ça que le monde entier vous envie. Faites-en quelque chose. Changez le monde avec ce savoir-faire-là. Voilà. Et c'est quoi le monde de demain? C'est le monde des communs, c'est le monde du peer-to-peer, c'est le monde du partage, c'est le monde de la production collaborative, etc., etc. On n'en a pas parlé de l'innovation sociale, mais c'est juste fabuleux, tout ce qui est en train d'arriver par le social, par l'innovation sociale, par le terrain. Et donc, voilà peut-être un endroit où on pourrait investir massivement de l'argent de la BPI. Il y a des affiches partout dans les gares, viens chercher mon argent, peut-être. Le problème, c'est que quand vous arrivez à la BPI, que vous dites, voilà, moi je travaille sur la notion des communs, du partage, de la production de soi, tout ça, c'est très philosophique. Ils vous regardent en disant, mais je ne comprends pas de quoi tu me parles. Nous, on veut des business plans exponentiels avec une rentabilité à 3 chiffres. Donc, il y a un problème de culture derrière ça. Il y a un vrai problème de culture. Donc tant qu'on continuera à suivre la Silicon Valley sans en avoir les moyens, on continuera à pédaler derrière. L'Internet européen, il ne faut pas rêver, je crois que c'est cramé. Donc il n'y a plus qu'à passer des accords solides avec ceux qui le gèrent. Voilà, enfin, là pour le coup, je pense qu'on a un vrai manque d'audace et de créativité et on continue à perdre des pans de l'économie à cause de ça, quoi. Alors, une autre question. Là, monsieur, et puis là. Il y a le micro qui arrive. Merci. Oui, bonsoir, Pascal Rollo. On voit que le numérique, ça soulève pas mal de craintes et d'interrogations. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à un nouveau schéma politique bienveillant? C'est-à-dire qu'on voit que les dictatures, les États autocratiques, eux, ils réfléchissent très clairement. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de calquer un nouveau schéma politique, quelque chose de radicalement nouveau, qui fait abstraction de la droite, de la gauche, enfin de tout ce que l'on connaît jusqu'à maintenant, et qui pourrait s'adapter à ce nouveau mode de vie finalement? Alors merci pour la question. Je n'osais pas en parler, mais vous avez absolument raison. Il y a des gens qui aujourd'hui réfléchissent à ce que pourrait être une économie de la non-violente, une économie non-violente, l'économie symbiotique, une économie qui prennent compte du fait qu'il y a les liens entre les humains, mais les liens aussi entre tout le reste du vivant, la biosphère, etc., et de penser un nouveau modèle économique qui tienne compte de tout cet ensemble et dans un système qui soit harmonieux, bienveillant, etc., etc. Donc là, je ne suis pas très calé sur le sujet, mais je sais qu'il y a des gens qui vraiment travaillent là-dessus, qui pensent que c'est l'avenir. Il faut repenser l'économie à l'aune d'une vision bienveillante, empathique, altruiste de la société. Et si vous prenez le LH Forum qui a lieu au Havre tous les ans, avec tout un tas d'économistes qui se rassemblent, ils travaillent sur l'économie positive. L'économie positive, c'est quoi? L'idée, c'est de dire qu'on va devenir altruiste, tous, mais altruiste de raison. C'est-à-dire on ne le fait pas parce que c'est les bisounours et que c'est sympa. On va devenir altruiste parce que sinon on va dans le mur collectivement. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à penser qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est altruiste, qui est empathique, qui est relationnel, etc., on a tendance à penser que c'est des qualités humaines. Ben, ça va devenir des compétences dans les CV. Demain, si vous n'aurez pas ça d'une manière ou d'une autre dans vos compétences, vous ne pourrez pas travailler. Pourquoi vous ne pourrez pas travailler? Parce que les modes de travail demain, ils sont horizontaux, ils sont écosystémiques,
ils sont adaptatifs en permanence. Et ça va être un peu comme les organismes biologiques qui fonctionnent comme ça. Et si vous n'avez pas développé votre capacité justement à travailler de manière empathique, altruiste, dans l'altérité, dans la compréhension de qui est l'autre et voilà et comment, vous ne pourrez juste pas travailler en équipe demain. Donc ça va devenir des compétences, pas simplement des qualités, quoi. Alors, comment on fait pour que ça devienne des compétences ? Eh ben, on le met dans l'éducation. Ça devient la clé de l'éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez arriver toutes les pédagogies actives qui ont été expérimentées chez Montessori, Freinet, Steiner, etc., qui sont en train aujourd'hui d'apparaître dans les nouveaux modes de travail, d'éducation et de collaboration d'ailleurs dans les entreprises. Avant, c'était un truc, c'était sympa, mes enfants sont chez Montessori, ils sont créatifs. C'est pas ça la vision. La vision, une fois de plus, c'est ce que je disais, c'est de développer des qualités qui deviennent des compétences pour pouvoir travailler demain dans des écosystèmes très adaptatifs et évolutifs. Voilà, donc toute cette transformation, elle est en train de s'opérer. Le cœur, c'est l'éducation. Il faut s'attaquer à l'éducation. Il faut faire rentrer vraiment... et je crois qu'elle a commencé. Au Cube, tous les ans, on a une expérience géniale. Tous les ans, on prend 450 étudiants de Mines Télécom, donc des ingénieurs, des commerciaux, 450 étudiants, pendant une semaine, on les met dans une bulle et on travaille la créativité dans tous les sens. C'est la semaine de l'innovation et de la créativité, vous pouvez voir ça sur Internet. Et pendant une semaine, on leur ouvre les chakras, on les fait sortir de la boîte, on leur montre comment il faut penser oblique et pas balistique, etc., etc. Alors au début, on en est à la 4e édition, je crois, au début, même les étudiants n'en voulaient pas, on a dû l'imposer. Il y a eu 2-3 profs éclairés, le directeur, évidemment, et puis nous, au Cube, partenaires vraiment très engagés dans cette histoire. On trouve ça génial. Mais il a fallu l'imposer. Les étudiants nous disaient, c'est quoi ces conneries ? Moi, je viens faire du commerce, je ne viens pas faire de la créativité. Et au bout d'une semaine, ils disent, waouh, c'est trop génial. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est culturel, en fait. Il faut l'intégrer. Je voudrais raconter juste une autre anecdote, si vous voulez bien. On a un lab d'éducation numérique au Cube depuis 10 ans. Et là, on travaille avec des CM2, CM1, des jeunes. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux ? On les prend pendant 6 mois, sur 6 mois, et on les fait travailler sur un projet, vous avez peut-être vu des images tout à l'heure, sur des projets nouvelles technologies, où ils inventent complètement des choses assez délirantes. Et je vais donner un exemple. Une année, il y avait une jeune designeuse qui sortait de son école de design et qui avait un projet un peu fou qui était de faire un poste de radio, comme un poste de radio, en fait un générateur de contes pour enfants automatique. Donc l'idée c'était, avec des boutons, gros boutons, vous choisissez les héros, les personnages de l'histoire, les ingrédients de l'histoire, donc là où ça se passe, s'il y a des animaux, etc., etc. Vous choisissez les ingrédients et une fois que vous avez choisi, comme une recette de cuisine, vous appuyez sur le bouton et ça génère l'histoire en temps réel et ça vous la raconte. Voilà. Ce truc-là, donc, on l'a incubé d'une certaine manière au Cube. Il y a eu 150 enfants qui ont travaillé dessus de CM2, 150 enfants avec des auteurs jeunesse, des codeurs, des designers, sociologues, etc. Ça a été toute une histoire comme ça sur 6 mois. Le prototype du poste de radio est sorti, une espèce de truc un peu foufou, quoi. Et ça a eu je ne sais combien de prix prestigieux, premier prix du public du Salon de l'éducation, coup de cœur de la FNAC, etc., etc. Il a été au CES de Las Vegas cette année, il est en tête de gondole à la FNAC, etc. 150 mômes de CM2 qui ont contribué à cette histoire-là. Voilà, donc ça montre que l'être humain, dès qu'on le met dans un contexte créatif, empathique, altruiste, d'altérité, blablabla, il est capable de faire des choses absolument incroyables. Et quand on a demandé aux designers du Strat College, l'école de design, qu'on leur a dit, alors vous, cette histoire, ça vous a plu ? Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu ? Des étudiants de 20 ans, 20, 23 ans, je ne sais pas à quel âge ils ont exactement. Ils ont répondu, mais attendez, les mômes, on ne veut pas qu'ils partent là. Il faut qu'ils restent. Parce qu'on se rend compte qu'à notre âge, on est déjà formaté. Donc les mômes, ils arrivent avec leur univers complètement... eux, ils s'en foutent, ils mettent un poids. Vous savez, Einstein, il dit... tout le monde est créatif, dites à un poisson de monter à un arbre, il aura des problèmes. C'est juste ça l'histoire. Et quelqu'un, un jardinier, disait aussi très justement, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes au mauvais endroit. Donc toute la question, c'est de créer les bons environnements pour que chacun trouve sa place et soit créatif. Alors, une autre question qui était là. Puis après, on retournera derrière. Bonsoir, Manuel Yainas. Est-ce que l'intelligence artificielle peut exister sans électricité, sans énergie? Question subsidiaire, est-ce que ce n'est pas un géant en pied d'argile? Alors ça, c'est une question effectivement majeure. C'est le jour où on débranche. Qu'est-ce qui se passe ?
Donc ça pose la question de systèmes qui devront pouvoir être totalement autonomes par des systèmes autres que justement le fait qu'on soit obligé de brancher. Donc il faudra que ça soit des systèmes... bon, déjà, il y a l'intelligence artificielle embarquée et l'intelligence artificielle qui est dans la plateforme. C'est deux niveaux différents. De plus en plus, l'intelligence artificielle va rentrer dans les objets, en fait, va être embarquée, va être en local. Donc il peut y avoir là des systèmes d'alimentation qui soient locaux aussi. Mais effectivement, dès que ça va toucher à des... Aujourd'hui, Internet, pour fonctionner, c'est 40 centrales nucléaires. Hein. Ça vous donne une idée. Le supercalculateur chinois Tiantu, qui calcule 93 millions de milliards d'opérations par seconde. Pour donner une idée, une voiture sans pilote, c'est 2,5 milliards d'opérations par seconde. Ça demande ça à peu près. Donc le plus gros supercalculateur Tiantu, il fait la taille d'un demi-terrain de foot, il a coûté 400 millions de dollars et il consomme 20 000 foyers. Voilà, ça vous donne une idée de ce que ça consomme effectivement en énergie. Et l'Internet, 40 centrales nucléaires. Donc oui, c'est une vraie question. La réponse d'ailleurs, excusez-moi, mais la réponse c'est la batterie. Hein. La réponse c'est la batterie, parce que je veux dire, l'énergie naturelle, elle est énorme. Quand on prend tous les systèmes de production d'énergie, le mix énergétique, comme on dit, c'est énorme. Le problème, c'est le stockage. Mais là aussi, il y a des recherches énormes qui vont très très vite, et notamment les batteries au sodium, au CNRS, etc. Enfin, il y a plein de choses nouvelles qui apparaissent. Oui, alors du coup, en fait, j'avais des remarques. Donc du coup, c'est quand vous disiez les robots dans la banque. Du coup, je ne suis pas d'accord du tout, désolée. En fait, on voit de plus en plus, actuellement, je suis en alternance dans une banque, et on voit une création de nouvelles banques, des conseillers, en fait, des conseillers différents, qui seraient plus proches, mais d'une certaine manière, enfin différents. Et la technologie, elle est là, en fait, pour aider les conseillers à être conseillés et à être proches des gens et leur enlever les tâches rébarbatives. Par exemple. C'est-à-dire que l'empathie reste chez l'humain et le numérique est là pour aider l'humain. Alors, la question est finie ou... En fait, du coup, c'était des remarques, mais des remarques différentes. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit maintenant. Ou... il y avait au niveau des... les gens qui ont... Enfin, du coup, je disais qu'il y avait de plus en plus de gens sur Terre et que les gens veulent le maximum. Mais aujourd'hui, on voit un changement où les gens se retournent vers le minimum et vers la simplification. C'est la décroissance, c'est ça ? Oui, et en fait, du coup, voilà, les gens changent. Ils n'ont plus besoin de matériel, mais ils ont besoin de signification. Donc, on dit qu'il y a de plus en plus de gens, du coup, il y a de plus en plus de besoins. C'est pas forcément vrai, puisque ça va à l'inverse. On va vers le minimalisme et la simplification, et quelque chose qui a du sens. Et le troisième point, c'était les réseaux sociaux. Actuellement, Facebook, Instagram, tous ces réseaux-là sont plutôt sur la pente descendante parce qu'ils ne sont pas éthiques. Ils poussent les gens à rester sur les réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, les nouveaux réseaux sociaux, ce sera rester le moins de temps possible. Et il y a l'idée d'éthique et l'idée de passer le moins de temps possible. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Je suis très heureux d'entendre vos trois remarques. La première, je suis moyennement d'accord avec vous, mais je suis très heureux d'avoir entendu, en tout cas, les deux suivantes, qui me montrent que, effectivement, voilà, c'est vraiment la génération qui arrive. Moi, je suis heureux d'entendre ça. D'ailleurs, on m'a dit il y a 2 jours que j'étais complètement ringard parce que je suis encore sur Facebook. Alors j'en profite pour dire que je fais pas mal de veille et que je mets beaucoup de ma veille sur ma page Facebook. Elle ne sert qu'à ça et que je la partage gratuitement si ça vous intéresse. Il suffit de me dire on s'est vu à Nantes, voilà, pour qu'on fasse ami-ami comme on dit. Je ne mets que de l'information dessus, c'est pas un truc perso. Et je le partage bien volontiers avec ceux que ça intéresse. Mais j'ai appris effectivement que j'étais complètement ringard, ce qui ne m'étonne pas vu la vitesse à laquelle les choses avancent dans ce domaine-là. Sur la question du sens, sur la question éthique, heureusement, et tant mieux que vous abordiez les choses comme ça.
c'est ce que je dis à mes filles. Enfin voilà, quoi. Il y a un tellement besoin de sens aujourd'hui dans ce monde du zapping, dans ce monde où, je le disais tout à l'heure, on a l'impression que la science-fiction même n'existe plus. On est dans une consommation, une surconsommation permanente de tout un tas de choses frivoles et qui ne servent pas à grand-chose et blablabla. Donc le système productif de surconsommation, moi personnellement, me fait pas triper. La question de la décroissance, ou en tout cas de la manière de réinventer le monde de manière beaucoup plus frugale, ingénieuse. J'aime beaucoup Joseph Rabis qui peut raconter là-dessus, mais plein d'autres aussi. On a accueilli au Cube une fille qui s'appelle Bénédicte Magnier. Je vous invite à aller lire son livre qui s'appelle 1 million de révolutions tranquilles. Elle a fait le tour de l'Inde, elle a été regarder tous les gens qui ont inventé des solutions ingénieuses, frugales, pour répondre à des vraies problématiques. Et la question, c'est pas comment dire la solution, c'est comment on répand la solution. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des super idées, qui ont trouvé des super trucs, juste on ne le sait pas. Parce que ça n'intéresse pas les grands médias, parce que ça n'intéresse pas la consommation, parce que ça n'intéresse pas les annonceurs, etc. Il faut bien voir le système dans lequel on est. Pour sortir de ce système, encore faut-il que le système accepte qu'on en sorte. Donc vous voyez que là, il va falloir se battre un peu, ça ne va pas venir tout seul. Donc la jeune génération arrive en disant bah, « nous, on veut s'emparer de ça ». Et nous, effectivement, on va pas aller sur Facebook. Nous, effectivement, on ne va pas aller dans la surconsommation, mais plutôt dans le partage, dans la production collaborative, blablabla, le peer-to-peer, tout ça. Moi, ça me va très bien. Heureusement que ça se passe comme ça. Je vais vous dire, j'ai un peu travaillé sur les smart cities. Donc les smart cities, c'est ces villes qui deviennent très numériques, qui font des infrastructures, des services, etc. Moi, je trouve que la plus belle des smart cities, c'est Détroit. Détroit, c'est une ville qui était en dépôt de bilan, littéralement, et qui s'est complètement réinventée avec les gens, les citoyens, qui, entre eux, avec pas de moyens, ont réinventé tout un tas de choses. Et le numérique a contribué à développer plein d'outils, à diffuser de l'information, etc. Donc, je ne peux que partager votre point de vue là-dessus, la recherche de sens. 2 tiers des jeunes aujourd'hui, ce qu'ils demandent en premier dans une entreprise, c'est le sens. Donc, les entreprises, ça va les obliger à trouver, là aussi, à monter en puissance sur la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Oui, les entreprises vont avoir de plus en plus à rendre des comptes aujourd'hui. Et de toute manière, si elles ne le font pas, c'est le citoyen consommateur avec son empowerment, comme on dit, qui va être capable de dire bah, « Ok, tu veux pas, j'achète pas, c'est aussi simple que ça. » Donc l'entreprise, elle perdra. Donc oui, il va y avoir une montée en puissance aujourd'hui de l'éthique par l'empowerment. Et simplement sur la première question que vous avez dite, sur la banque, oui, bien sûr, je peux que vous répondre oui, bien sûr, puisque les machines vont prendre en charge tout un tas de tâches, on va faire en sorte de monter en qualité sur la relation client dans l'agence. En même temps, il faut être pragmatique, quoi. Si demain, votre smartphone fait tout très bien, sans que vous ayez à vous en occuper, y compris gérer vos comptes, blablabla, vous n'irez plus à la banque, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de banque, il n'y a que du mobile banking et ça marche très bien. Donc, voilà, c'est juste que, bien sûr, si on peut mettre de l'humain, c'est mieux, mais l'usage montre que quand c'est plus simple, moins cher et plus rapide, les gens y vont, c'est tout. Et après, qu'il y ait quelqu'un au guichet, ça ne fera pas la différence, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Ouais. Merci. Moi, c'était pour réagir à ce qu'avait dit le monsieur sur l'électricité, les intelligences artificielles sans électricité. Peut-être que dans un avenir proche, l'intelligence artificielle pourrait trouver le moyen par elle-même de fonctionner sans électricité. Et à ce moment-là, peut-être que ça pourrait poser un souci si elle venait à se rebeller justement contre son créateur, en quelque sorte, puisque du coup elle deviendrait autonome et l'être humain n'aurait même pas de solution pour la contrer. On ne pourrait même plus la débrancher. Et j'aurais aussi une question par rapport aux pays en sous-développement. Le jour où nous, on aura 50% de nos emplois qui auront disparu par l'intelligence artificielle, eux, comment vont... il y aura encore un plus gros écart entre eux et nous. Et nous, en quelque sorte, on n'aura plus rien à faire. Ou d'autres choses différentes. Eux seront encore actifs. Comment ça se passera selon vous? Alors sur la première, avec l'intelligence artificielle qui deviendrait autonome parce qu'elle se passerait l'électricité, oui, alors franchement, je pense que tous les scénarios sont imaginables quand on voit tout ce qui arrive. Donc moi, je me garderais bien de dire ça n'arrivera pas ou ça arrivera. Oui, c'est possible.
En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que l'intelligence artificielle, on commence à mettre des boîtes noires systématiquement dans les intelligences artificielles, déjà pour qu'on comprenne en cas de problème, qu'on soit capable de refaire le film comme dans les avions et de voir quelles sont les cascades de responsabilité. Ça va s'imposer, je pense, maintenant de plus en plus naturellement. Ça, c'est l'aval, et dans l'amont, des systèmes, alors je ne sais pas bien quoi, mais qui permettront de effectivement débrancher dès que... peut-être qu'il faudra des intelligences artificielles qui surveillent les intelligences artificielles, qui surveillent les enfin, on peut imaginer tout un tas de trucs, hein, mais l'humain est ingénieux, hein, il est capable quand même de trouver des... Oui, mais après, justement, comme on parle d'intelligence artificielle qui arrive à mentir, oui. Pareil, à ce moment-là, elles peuvent se mentir entre elles aussi. Enfin... Mais alors, ça, pour le coup, c'est... Oui, non, mais ça, pour le coup, c'est un vrai risque. Le jour où vous confiez votre sécurité à des intelligences artificielles autonomes d'attaque, vous prenez un risque majeur. Aujourd'hui, là, tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Ça peut vraiment... oui, c'est un peu comme l'énergie nucléaire qu'on ne maîtriserait pas. Voilà, ça peut nous péter à la gueule. Et il y avait une autre question, pardon. C'était par rapport aux pays en sous-développement. Ah oui, alors ça... on est sur une poudrière. Hein. Globalement, on est sur une poudrière. Et il y a des choses pas très sympas qui se passent du côté de la Silicon Valley avec des gens qui l'ont très bien compris et qui sont en train de se dire bon, on va sauver notre peau, y compris en allant faire des trucs sur Mars ou ailleurs, hein, ou en créant des villes flottantes, autosuffisantes dans les eaux extraterritoriales, comme ça elles échappent à toutes les lois, et sur lesquelles elles vont faire leur propre police, leurs propres règles, etc. Et évidemment, on peut imaginer que ce sera plutôt des milliardaires qui habiteront sur ces îles-là, quoi. Et le reste du monde... Il y a même des gens qui se disent, c'est enfin des cyniques qui disent, mais écoutez, oui, demain le monde va être pollué, et alors on va avec les biotechnologies, on fera des poumons artificiels qui seront capables de respirer la pollution. Il y a des gens qui ont ce cynisme-là. Qui va se payer les poumons artificiels en question, hein? Donc, il y a un vrai risque, effectivement, de clivage de plus en plus fort, déjà au niveau des richesses. On a dit tout à l'heure, l'écart de richesse se creuse de plus en plus. Ça a été prouvé, hein, on le sait. Il y a une étude qui a été publiée mais hier. Piketty, tout ça, enfin, tout le monde l'a montré, enfin, que l'écart se creuse de plus en plus, que donc la répartition se fait de moins en moins, que les classes moyennes sont broyées, y compris en Occident, hein, les classes moyennes sont broyées. En gros, il reste que les cyberélites et les emplois encore de force où il faut de l'humain, mais je veux dire qu'ils là encore vont disparaître avec la robotique. Et que ça, à l'échelle mondiale, dans un monde où des populations revendiquent très justement et légitimement le fait d'avoir un niveau de vie au moins aussi bon que le nôtre, vu ce qu'on consomme, je crois, 2 planètes et demie actuellement par an, donc c'est pas tenable. On sait que c'est pas tenable, quoi. Donc oui, on va vers des tensions fortes, et c'est pour ça que si la jeunesse ne s'empare pas, de mon point de vue, de mon humble point de vue, si la jeunesse ne s'empare pas de ça, mais vraiment de manière très costaud, quoi, de ces sujets-là, je ne dis pas que notre génération à nous, on ne s'y intéresse pas, hein, moi je m'y intéresse. Le problème, c'est que là, il y a un changement de logiciel à faire, c'est un changement de culture. Notre principal ennemi dans cette affaire, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est notre propre logiciel, notre culture, nos croyances. Voilà. Lisez Homo Deus de Harari, il explique très très bien cette histoire-là. Quel est le récit qui va nous embarquer dans cette histoire du monde qui vient? C'est compliqué cette affaire. Il faut un nouveau récit, et ce récit, qui va l'écrire, comment il va s'écrire? Si on est à l'échelle mondiale, il sera forcément coécrit. On ne peut pas imaginer que ce soit, ou alors si, ça sera GAFA. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc... c'est un enjeu civilisationnel, quoi, et anthropologique, puisqu'il y a possiblement un changement d'espèce à la clé. Donc c'est tellement élevé comme question que là, je peux que faire des constats. Moi, je vais poser une question moins élevée. Alors, je voudrais revenir au côté obscur de la force qu'a évoqué Philippe tout à l'heure. Parce que là, on a parlé empathie, on a parlé créativité, éthique, etc. Mais il y a un secteur économique florissant depuis toujours et florissant aujourd'hui, c'est la criminalité. C'est quoi la criminalité dans le monde numérique aujourd'hui, avec des frontières parfois entre l'économie classique et l'économie criminelle parfois assez floues? Est-ce que finalement le monde numérique, c'est pas une formidable opportunité pour l'activité criminelle? En tout cas, il y a Poutine qui a dit un truc cet été qui est valable pour le registre de la criminalité. Il a dit
celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle maîtrisera le monde. Donc, un criminel qui se dit comment je vais maîtriser mon crime, enfin, oui, ce que je veux dire, mais mes faits, comment je vais être le plus fort, va utiliser l'intelligence artificielle. Et on voit d'ailleurs que le gouvernement français a créé un ministère de la cyberguerre, je ne sais pas si on dit ça comme ça, hein, mais en tout cas, il y a aujourd'hui officiellement tout un pan de l'armée qui s'occupe officiellement une unité qui s'occupe de ça. On voit qu'aujourd'hui, ça devient incontournable dans les entreprises. Il y a des gens qui gèrent les hackers, etc. Enfin, c'est une part très importante. Il y a le web profond, le dark web, où il se passe plein de choses pas très glorieuses, en termes justement d'argent sale, de tout un tas de choses. Oui, ça... Pour le crime, oui, c'était Michel Serres qui disait on est dans la forêt de Robin des Bois, quoi. C'est-à-dire que ce sont c'est Robin des Bois qui fait la loi encore, quoi, sur Internet. C'est-à-dire que c'est pas encore la loi, la vraie loi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc le crime, oui, peut tout à fait proliférer sur Internet sous plein de formes. Alors après, c'est l'argent sale, mais enfin, il y a aussi le crime en col blanc, hein, je veux dire, la défiscalisation, l'optimisation fiscale, c'est quoi? C'est pas mal non plus, hein, je veux dire, il y a plein de choses, quoi. Y a-t-il une autre question? Oui, là. Oui, bonsoir, je vais être terre à terre. Je voudrais revenir sur le côté merveilleux, immatériel de tout ça. Je prends l'exemple d'Amazon, enfin je ne veux pas faire la pub pour Amazon. Je commande un objet chez Amazon, donc tout est virtuel, enfin c'est un clic, je donne mon numéro de carte de crédit, etc. Mais à un moment donné, on va se heurter au matériel parce qu'il va falloir le livrer. Donc l'objet va arriver sur un point de distribution, moi je vais aller le chercher. Moralité, au lieu d'aller chez un commerçant acheter l'objet en question, il y aura eu au moins deux transports. Donc on a déplacé le problème en fait. Et puis, oui, l'autre point concerne ce que vous avez évoqué au début, la création artistique. On pourrait à la limite composer une œuvre musicale, peindre un tableau, écrire un livre, encore mieux que ce qui a été fait. Léonard de Vinci est complètement dépassé. Mais à un moment donné, on veut revenir à quelque chose qui a une âme, qui est réelle. Je prends un exemple rapidement, c'est celui du CD qui a remplacé le vinyle. On a dit le vinyle, il faut foutre tout ça à la poubelle. Aujourd'hui, le CD est en train de mourir. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce n'est pas complètement vrai, mais le vinyle revient. On trouve ça dans les bacs de tous les disquaires maintenant, alors qu'on devrait être passé à du numérique complètement. Alors, vous avez dit un truc qui fait tilt. Si vous dites, oui, ce qu'on veut, c'est une œuvre qui ait une âme. C'est quoi une œuvre qui ait une âme? Et ça, c'est une vraie question. Il y a un compositeur américain qui a mis 10 ans à créer un logiciel de génération automatique de composition musicale, et il s'avère qu'il a particulièrement travaillé sur le répertoire baroque. Donc Bach, tout ça, il a pris toutes les compositions de l'époque qu'il a pu trouver, il a mis ça dans la machine, qui a tout analysé, tout scanné, etc. Et 10 ans après, il a fait un logiciel où il appuie sur un bouton et en une journée, la machine a généré 5000 cantates, 5000... enfin, un truc de ouf, quoi. Alors là, tous les ténors de la musique, les musiciens de la presse, etc., est arrivé en disant oui, bien sûr, mais enfin, vous entendez bien, c'est complètement... c'est une machine, quoi. On entend tout de suite que c'est une machine. Alors le gars était un peu dépité. Il a dit OK, donc on va faire autrement. On va faire comme le test du Turing, on va faire un test à l'aveugle. On va demander à 2 grands compositeurs de venir, et ma machine, et chacun va faire une composition, mais à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on prendra les 3 après, on ne dira pas qui c'est, on mettra un jury de mélomanes en face, donc des gens qui écoutent beaucoup de musique,
et on leur demandera de dire quelle est l'œuvre faite par la machine, quelle est l'œuvre faite par un tel, un tel. Ils se sont trompés de mémoire, vous pouvez vérifier ça sur Internet, mais c'est quelque chose de l'ordre de 60-70%. Où en fait, ils ont l'œuvre qui était faite par la machine, ils disaient que ça c'était sûr que c'était fait par Bach, et que voilà. Donc c'est juste pour dire, ça veut dire quoi quelque chose qui est une âme. Moi, je me suis beaucoup posé la question, puisque je travaille avec des artistes depuis longtemps. Ma mère elle-même est artiste peintre, donc j'étais élevé là-dedans. Ça veut dire quoi voilà, et j'ai pas la réponse là, je vous rassure, si je l'avais. C'est juste une vraie question, quoi. Hein, et moi, je pense que oui. Oui, alors, j'aime beaucoup. Ouais, non, alors c'est, je partage, pas de souci, je like même, mais vous parliez tout à l'heure de Léonard de Vinci, non, c'est lui ou... Je me perds. Cet été, là, ils se sont amusés à prendre une intelligence artificielle qui a scanné... non, c'est pas Léonard de Vinci, c'était un Rembrandt, qui a scanné tous les Rembrandts, qui a récolté, je crois, quelque chose comme 300 000 détails, 160 000 détails des tableaux du maître, qui a scanné tout ça, y compris les coups de pinceau, et après on lui a passé une commande, on lui a dit vas-y, fais un personnage qui regarde à droite, qui a un chapeau, un machin. L'intelligence artificielle a peint le tableau, elle l'a fait en 13 couches d'impression 3D pour donner y compris le coup de pinceau, etc. Et c'est quasi indétectable. C'est-à-dire qu'un grand spécialiste de Rembrandt vous dira c'est du Rembrandt. Néanmoins, on est d'accord que quand même, la patte de Rembrandt, c'est bien la patte de Rembrandt, et que ça, c'est lui au départ qui l'a amené. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. L'artiste, il amène une singularité, une manière de faire qui est la sienne, qui est sa signature, et par contre qui est reproductible. La preuve, c'est qu'on a pu, l'intelligence artificielle a pu tromper des gens. Oui, pardon, après je vous donne la parole, je vais vite. Ce que je veux dire, c'est que pour autant, l'humain amènera toujours donc sa singularité, son point de vue, son machin, mais rien n'empêche de penser que la machine bien faite pourra elle aussi créer des choses que l'humain n'aurait pas créées, voilà, et qui seront tout aussi intéressantes. Et la livraison Amazon, très vite, parce que monsieur a le micro, la livraison Amazon, aujourd'hui, il est au finish line. Avant, il était au last mile, c'est-à-dire qu'il allait jusqu'au magasin. Aujourd'hui, il met la boîte aux lettres au pied de chez vous. C'est ce qu'il est en train de faire aux États-Unis. Vous n'aurez même plus besoin d'aller au magasin. Allez, André, vas-y. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure Michel Serres. Je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, dans une chronique courte où il définissait l'intelligence. Ma question, c'est simplement, moi, c'est pas pour y répondre maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce qu'elle peut être qualifiée d'artificielle ou est-ce qu'elle n'est pas une exclusivité humaine? Vous avez 4 heures. Alors, me poser la question après que vous ayez lu celle de Michel Serres, là, vous me challengez durement. Pour moi, l'intelligence, c'est d'accepter que rien n'est balistique et que on est dans... Enfin, comment dire? Pour moi, l'intelligence, c'est de faire des liens entre des choses entre lesquelles il n'y avait pas forcément des liens qui étaient faits avant. C'est-à-dire que être créatif, c'est pas de faire ce qui a déjà été fait, on est d'accord. C'est donc de créer des liens entre des choses nouvelles et de voir si ça a du sens, si ça produit du sens. Donc pour ça, ça demande d'avoir ce qu'on peut appeler un regard oblique sur les choses. Pas un regard balistique, mais un regard oblique toujours en biais pour essayer de voir l'apparition du nouveau. Le nouveau, il vient d'où? Il vient quand A plus B se rencontrent et ça crée C. Voilà, c'est ça l'apparition du nouveau, elle vient de là. Et ça, c'est un système qui est biologique, c'est le mécanisme du vivant, c'est darwinien. C'est le corps humain s'est construit comme ça, tout s'est construit comme ça, par des choses qui se rencontrent et qui créent, qui font apparaître donc du nouveau, quoi. Donc pour moi, l'intelligence, c'est la curiosité, c'est de la curiosité, c'est de la remise en question permanente, parce que sinon, sinon on est toujours dans le même logiciel, on n'évolue pas, et c'est de faire des liens entre des choses différentes, quoi. Je pense que Michel Serres a dû y répondre de manière beaucoup plus synthétique et beaucoup plus pointue que moi. Merci. Il n'y a plus de questions. On va s'arrêter là. Merci à Nils Asiosmanov pour... je ne sais pas si vous repartez avec un futur éclairé ou un futur inquiétant. Mais en tout cas, passez de bonnes fêtes de fin d'année, sans robot pour vous servir, le champagne ou les vins ou le foie gras de canard. Notre prochain rendez-vous, question publique, est je me tourne vers le secrétaire général le 30 janvier.
Le 29. Le 29 janvier, avec, alors là, on va revenir dans des choses, on va parler énergie fossile et nucléaire, avec Hervé Macheneau, qui a été directeur en Asie-Pacifique d'EDF et qui a publié il y a quelques mois un livre sur le risque que la France soit le grand noir, enfin le risque qu'on n'ait plus d'électricité. Et rendez-vous ensuite en février, le 19 février, avec les 4 co-auteurs de l'histoire populaire de Nantes. Pour ceux qui s'y intéressent, retenez la date, parce que c'est assez rare qu'ils soient tous les 4 ensemble. D'ici là, de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Il y a encore le numéro 64 de la revue Place Publique qui est disponible. On y parle du musée d'art, qui n'est pas numérique, où on peut aller voir et toucher avec les yeux de très belles œuvres. Hein, il est encore disponible sur la table, ainsi qu'un numéro précédent sur Nantes Ville numérique. Et puis, donc, on peut se retrouver le 29 janvier pour parler de la fée électricité qui va bien ou va mal. Merci à Nils Asios-Manoff et bonne soirée.